Bienvenue à cet épisode avant-goût de la section sud de l'Association américaine du podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez Marc-André Chaloux qui est là à ma compagnie comme à l'habitude. Alors Marc-André, on va faire un survol de la section sud de l'américaine, pas nécessairement la section la plus relevée de la NFL. Mais tu vois, tu parlais d'avant-goût. Je ne sais pas si c'est un bon goût qu'on va avoir en bouche avec cette division-là, Didier, mais si on Ou un se rappelle en arrière-goût. 2020, arrière-goût. On se rappelle en 2024, on va aller se faire un petit retour en arrière alors que les Texans avaient terminé au premier rang à 10-7. Les Colts, c'était la seule équipe de la division d'ailleurs avec une fiche supérieure à 500. Les Colts avaient terminé deuxième avec une fiche de 8-9. Les Jaguars de Jacksonville, troisième, 4-13. Quand Tennessee, 3-14. Et fait intéressant, Didier, aucune de ces formations-là ont eu un différentiel positif l'année dernière. Les Texans ont terminé avec un différentiel de 0 et les trois autres formations, on était dans le négatif. Ouais, les Titans, ça leur a valu le tout premier choix du repêchage. J'ai oublié que les Colts avaient tout de même gagné 8 matchs. L'année dernière, ils avaient été dans la course pour une place en éliminatoire, mais j'avais complètement oublié ça. Mais c'est vrai, tout de même, on a décroché 8 victoires du côté des Colts, mais ça prouve encore une fois, seulement on avait un quart arrière du côté d'Indianapolis. 8-9, mais c'est une saison qui ressemblait plus à 5-12 dans les mémoires collectives. Ouais, c'est le feeling que j'avais. En tout cas, c'est l'arrière-goût que la saison 2024 des Colts m'a laissé. 5-12. Écoute, on va commencer justement notre survol de cette division avec les Jaguars de Jacksonville. Hein. Les Jaguars, une équipe qui a du talent pourtant, mais l'année dernière, ça n'a vraiment pas bien été. Bon, comme tu as dit, une fiche de 4 victoires et 13 défaites. On a congédié Frank Reich. On a amené un nouvel entraîneur-chef, Liam Cohen. Mais on va jeter d'abord un coup d'œil, Marc-André, au départ notable et aux nouveaux venus notables du côté de Jacksonville durant la saison morte. Oui, tout d'abord, on peut voir que les arrivées, on s'est concentré, on va en parler un petit peu plus tard, on s'est concentré sur l'amélioration de la ligne à l'attaque qui a vraiment fait dur l'année dernière, notamment contre le jeu au sol. Je ne sais pas si c'est ça qui a expliqué les déboires là, de Travis Etienne, l'année dernière, mais bref, ça n'a sûrement pas aidé. Fait qu'on a vraiment remodelé notre ligne à l'attaque, revampé notre ligne à l'attaque du côté des Jaguars. Et des départs, là, on a fait un pot neuf également là, au niveau de la position de receveur de passe / ailier rapproché. Evan Engram est parti, Christian Kirk est parti pour Houston, Evan Engram pour les Broncos, Gabe Davis également. Bref, on a un nouveau groupe de receveurs essentiellement si on exclut Brian Thomas du côté des Jaguars de Jackson. Ouais, Brian Thomas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire lors de sa deuxième année, là, parce qu'il était vraiment sensationnel l'année dernière. Puis surtout, pendant une bonne partie de la saison, c'était Mac Jones qui lui lançait le ballon. Puis malgré tout, il a été en mesure d'être productif. Mais comme je le disais tout à l'heure, du côté des Jaguars de Jacksonville, il y a du talent du côté des Jaguars, mais bon, tout repose d'une certaine façon sur les épaules du développement de Trevor Lawrence par le nouvel entraîneur-chef Liam Cohen. Mais écoute, on a reçu plusieurs questions en passant. Merci de nous avoir envoyé vos questions via nos réseaux sociaux, via la page YouTube. Alors, on en a plusieurs. On les a parsemés à travers notre survol de la section sud de l'américaine. Oui, puis on va commencer par la question de Coach Nico 1005 via Instagram qui nous demande « Bonjour Didier Marc-André et toute l'équipe, c'est-à-dire Guillaume aussi. Que pensez-vous de la reconstruction des Jaguars jusqu'à maintenant? Didier, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça va être une reconstruction lente. Je pense qu'on a priorisé l'attaque via le repêchage, via le marché des joueurs autonomes cette année. Je pense que la défense, par exemple, va avoir besoin encore un peu de travail. Oui, tout d'abord, Coach Inco, merci pour votre question. Mais je crois pas que c'est une grosse reconstruction du côté de Jacksonville, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour moi, les Jaguars, puis je sais pas ce que tu en penses, toi, Marc-André, mais c'est une équipe qui a du talent, là. On n'est pas démunis de talent. On n'a pas fait faillite en termes de talent du côté de Jacksonville. Puis c'est ça qui rend ça encore plus frustrant de voir que, qu'on a gagné 4 ou 5 matchs l'année dernière malgré la présence de talent. C'est ça qui est frustrant lorsqu'on regarde les Jaguars de Jacksonville jouer. Parce que si l'équipe n'avait pas de joueurs, tu te dirais, OK, bon, je peux comprendre pourquoi ils en arrachent. Mais c'est ça, là. Jacksonville, c'est une déception, du moins lors des 2 dernières années. Puis on espère que l'arrivée de Liam Cohen, le nouvel entraîneur-chef, ancien coordinateur à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay, ça va être la solution justement au lent début de carrière, là, au début de carrière décevant plutôt que je devrais dire, de la part de Trevor Lawrence.
Et du DG James Gladstone aussi qui vient des Rams Oui. de Los Angeles. Donc, j'ai hâte de voir. L'année passée, l'attaque des Jaguars, Didier, 26e pour les points par match. Et pour les jeux par match, c'était 58 en moyenne. C'était bon, c'était pas bon pour le 32e rang. Au Hey, tout c'est pas dernier rang dans beaucoup, la hein? NFL. 58 jeux en Non, attaque par match? 58. Wow! Oui, c'est. De toute façon, on se demande pourquoi les joueurs n'avaient pas de stats. Bref. C'est ça. Est-ce qu'on commence à parler de Travis Hunter? Je pense que c'est les gens. On a reçu, j'ai le goût de te lancer également sur la question. Je Hmm. pense que c'est ça que les gens veulent savoir. Est-ce que Travis Hunter. Écoute, on a reçu une question de On en a Jean-Michel reçu Desbiens via. plusieurs questions Ouais. sur Travis Hunter, hein? On va commencer par Travis Hunter. Est-ce que Travis Hunter, Jean-Michel Desbiens, donc oui, sur Facebook, il nous demande est-ce que Travis Hunter jouera réellement les deux positions? Quels sont les risques, avantages, inconvénients et son impact dans les fantasy? Merci pour votre podcast, c'est toujours aussi génial et c'est du bonbon. Merci Jean-Michel. Bon, Travis Hunter, Didier, c'est plus de 1400 jeux à l'Université du Colorado l'année dernière. Est-ce qu'il peut vraiment faire ça dans la NFL? Personnellement, moi, j'en doute. Ouais, ben, du côté des Jaguars, qu'est-ce qu'on avait annoncé lors du mini-camp des recrues, c'est qu'il allait jouer principalement à la position de receveur de passe. Moi, personnellement, je croyais qu'il serait un meilleur demi de coin, mais on a dit qu'il va également jouer à la position de demi de coin. Mais c'est juste au niveau de la préparation, c'est là est ma question. Là. Je sais qu'il l'a fait dans les rangs universitaires, mais du côté de la NFL, là, c'est un autre niveau. Là. OK, les joueurs sont meilleurs, puis c'est pas des joueurs de football à temps partiel là, que tu vas affronter. OK, dans les rangs universitaires, il y a une limite de 20 heures par semaine au niveau des entraînements. Et tout le monde va aux études, tout le monde va à ses cours. Ben, la majorité des gens vont à leurs cours, pas tous, mais ils vont à leurs cours. Donc, ils sont des étudiants athlètes. Dans la NFL, c'est ton emploi à temps plein. OK? Donc, pour tous les joueurs. Alors, du côté de Travis Hunter, c'est ça, j'ai hâte de voir comment il va diviser son temps. Si réellement, on va l'utiliser également à la position de demi-coin. Mais de ce que les Jaguars ont dit, ça va être principalement pour commencer en tant que receveur de passe. On va le jumeler avec Brian Thomas. En théorie, ça pourrait donner potentiellement tout un duo à Trevor Lawrence. Mais c'est ça le plan du côté de Jacksonville. Principalement receveur de passe pour Travis Hunter et lors de certaines situations, on va l'envoyer comme demi-coin. J'ai vraiment hâte au début de la saison régulière pour voir son utilisation. Moi aussi, écoute, lors des mini-camps, on parlait de 75-25. C'est drôle parce que, au départ, moi, je pense que Travis Hunter est un meilleur demi de coin qu'il est receveur de passe. Ceci dit, il était le meilleur receveur de passe, selon moi, de la QV 2025 du repêchage de la NFL. Puis même, je trouve que les Jaguars auraient eu intérêt à le faire jouer comme demi de coin. Je trouve que la tertiaire, peut-être, manque de punch, même en 2025, du côté des Jaguars. Sauf qu'on a fait du mouvement de personnel. On a vu le tableau des départs dans l'entre-saison, les départs d'Evan Engram, Christian Kirk, Gabe Davis. Ça laisse la porte. Là. On se dit que Travis Hunter il pourrait être un receveur numéro 2. Maintenant, je voulais revenir sur Jean-Michel, la question fantasy. Je vais en parler tout à l'heure là, dans mon segment fantasy. Je vais y revenir, mais je pense que Travis Hunter, vraiment, c'est un joueur qui a des bonnes mains. Je pense qu'il peut offrir de bonnes performances, une bonne cible également pour Trevor Lawrence. Mais je suis quand même. Je doute là, qu'on va le voir à l'attaque. Si on veut vraiment qu'il joue les deux côtés du ballon, je doute qu'on va le voir sur 90% des jeux ou courir des tracés vraiment intenses. Honnêtement, c'est l'inconnu pour moi. J'ai vraiment hâte de voir comment cette situation-là va se régler là, du côté des Jaguars. Je suis vraiment intrigué et j'ai vraiment hâte que les camps d'entraînement commencent exactement pour cette raison-là. Ouais, c'est excitant, c'est intriguant de voir de quelle façon on va utiliser Travis Hunter. Mais une chose pour Hunter à la position de receveur de passe, les meilleurs receveurs de passe du côté de la NFL, généralement, sont imposants physiquement, Marc-André. Tu sais, pense-y, là, tu sais, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, tu sais, plus de 200 livres. Travis Hunter, c'est pas ça. Donc, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il va réellement devenir un receveur d'impact? Tu sais, il n'a pas cette charpente-là. C'est juste ça que je me pose comme question de son côté. Écoute, ses déplacements, c'est comme s'il vole sur le terrain. Il est tellement rapide, tellement vif, tellement agile. Il a des excellentes mains. C'est un joueur très intelligent. Mais physiquement, c'est ça que je me demande, parce qu'il n'est pas imposant et les meilleurs receveurs de passe, à moins que je me trompe, là, j'essaie de penser aux meilleurs receveurs de passe qu'il y a dans la NFL, mais ils sont tous
plus imposants physiquement. Là, que tu penses à un Jamar Chase, un Justin Jefferson, un Mike Evans, qui a Brian Thomas. sa séquence de plus de 1000 verges. Brian Thomas, justement, à Jacksonville. CeeDee Lamb, il est plus imposant quand même que Travis Hunter physiquement. Tu sais, quand tu fais le tour, c'est ça, je me dis, là. OK, il y a peut-être Tyreek Hill. Tu sais, mais même Tyreek Hill, physiquement, il a l'air d'un porteur de ballon. Tu sais, de la façon qu'il est fait physiquement. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir du côté de Travis Hunter. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de raisons d'être intrigué et de voir quel genre de carrière qu'il va connaître. Parce qu'on n'a jamais vu ça, un joueur qui jouait autant des deux côtés du ballon dans les rangs universitaires, être utilisé de la même façon du côté de la NFL. Si on continue avec l'attaque, on a reçu une question de Sami Amra sur Instagram qui nous demande est-ce que Trevor Lawrence va être un flop ou est-ce qu'il va prouver qu'il a le calibre de la NFL? En fait, est-ce qu'il va livrer la marchandise cette saison? Du côté des Jaguars, du moins, on a tout mis en œuvre là, pour que Trevor Lawrence retrouve ses lettres de noblesse. On a fait avec l'embauche de Liam Cohen. Pas oublier que Liam Cohen là, a fait Baker Mayfield un quart qui a passé pour plus de 4500 verges l'année dernière avec les Buccaneers. 41 passes de toucher. Est-ce qu'il peut opérer sa magie avec Trevor Lawrence? Mais tu vois, c'est ça que je me demande. Est-ce que Liam Cohen a réellement de la magie avec les carrières? Est-ce que c'est réellement un gourou des carrières? Parce que souviens-toi, il y a 2 ans, Dave Canales était le coordinateur à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Et puis là, c'est lui à qui on donnait le crédit là, pour le nouveau vent, là, le nouveau souffle qui avait été donné à la carrière de Baker Mayfield. Canales est devenu entraîneur-chef des Panthers de la Caroline. Puis là, c'est au tour de Liam Cohen. C'est à lui qu'on donne le crédit là, pour la saison 2024 de Baker Mayfield. Donc, moi, je vais plus donner le crédit à Baker Mayfield. Mais c'est sûr que la raison numéro 1 pour laquelle on a embauché Liam Cohen, c'est pour relancer la carrière de Trevor Lawrence. En carrière, Lawrence, 69 passes de toucher, 46 interceptions, Marc-André. C'est vraiment pas bon là, comme ratio. Puis oublie pas, il y avait tellement d'attentes lorsque Lawrence a été repêché. Moi, le premier, je croyais qu'il allait avoir un impact dès sa première année, qu'il allait, à ce stade de sa carrière, qu'il allait être dans le top 5 des carrières de la NFL. Puis c'est pas ça du tout qu'on voit. Trop souvent, tu vois Trevor Lawrence manquer de doigté sur certaines de ses passes. Il allait de crampes au cerveau. C'est un joueur qui est beaucoup trop intelligent pour commettre ce genre d'erreur non provoquée, mais on voit ça trop souvent. Il est une machine à revirement depuis le début de sa carrière. Je n'ai même pas parlé des échappées en plus. Donc, ça reste à voir si Liam Cohen va pouvoir aider à Trevor Lawrence d'atteindre son plein potentiel. Mais moi, je me questionne, je me dis qu'on a mal évalué Trevor Lawrence, qu'on a mis trop d'attentes envers lui. Moi, le premier, parce que comme je te dis, là, Lawrence, quand il avait été repêché par les Jaguars de Jacksonville, après sa carrière avec les Tigers de Clemson, je croyais vraiment qu'il allait devenir en carrière de concession, mais je pense pas que ça va arriver. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir un solide carrière? Ça, je pense que oui. Mais ça va être à Liam Cohen de l'aider parce qu'il est bien entouré. Quand on regarde les joueurs du côté de l'attaque des Jaguars de Jacksonville, même la ligne à l'attaque, là, il pourrait se retrouver dans une situation beaucoup plus pire. Ben justement, je voulais t'amener sur la ligne à l'attaque. On a vraiment revampé cette ligne à l'attaque-là. Ça a été difficile de contrer le jeu au sol l'année dernière du côté des Jaguars. Donc, on a fait des mouvements de personnel pour essayer d'améliorer cette facette du jeu-là. On a signé Robert Enze, le joueur de centre, Patrick McCarry à la position de garde, Fred Johnson et Chuma Edoga comme bloqueur. Bref, je ne sais pas si ça va aider Travis Etienne à revenir le porteur de ballon qu'il y était il y a 2 ans. Mais à tout le moins, on met les efforts là, du côté des Jaguars pour améliorer cette ligne d'attaque-là, pour peut-être donner plus de temps à notre corps arrière et améliorer, donner davantage de brèches à notre porteur de ballon. Bref, tout part de la ligne à l'attaque du côté des Jaguars. Si on parvient à avoir une ligne à l'attaque supérieure, je pense que les Jaguars pourraient créer des étincelles en attaque. Je suis vraiment intrigué par l'attaque des Jaguars cette saison, pour être bien honnête. Oui, avec un nouvel entraîneur-chef, les changements que tu viens de mentionner au niveau de la ligne à l'attaque, le talent qu'il y a au sein de cette attaque-là. Oui, effectivement, c'est vraiment intriguant. Mais c'est Jacksonville. Tu sais, Marc-André, c'est Jacksonville. Ils trouvent tout le temps une façon de bousiller leur saison. Souviens-toi, à l'époque de Blake Bortles, on avait participé à la finale de l'Association américaine. On était allé à Foxborough contre Tom Brady et Bill Belichick.
On parle juste du meilleur carrière de l'histoire de la NFL et du meilleur entraîneur-chef. Si je me souviens bien, lors de ce match-là, les Jaguars, ils n'avaient pas l'avance à la mi-temps. Contre les Patriots, finalement, ils ont perdu. Mais là, on pensait que c'était le début de peut-être là, d'avoir une grande équipe à Jacksonville. La saison d'après, ça a été le retour à la normale. On avait plusieurs bons jeunes joueurs. Blake Bortles est devenu Blake Bortles. Bref, ça ne s'est jamais matérialisé. Alors, c'est ça, là, quand tu regardes l'historique des Jaguars, pour une raison ou pour une autre, on n'est jamais capable d'atteindre notre potentiel. En tout cas, j'ai hâte de voir ça avec Liam Cohen, si les choses vont changer. Si on parle de la défense maintenant rapidement, l'année dernière, la défense des Jaguars s'est classée au 31e rang pour les verges accordées dans la NFL. On a quand même un duo de chasseurs de corps intéressant là, avec Josh Allen et Trayvon Walker. 18,5 stacks à 2 l'année dernière. Mais on a été, en tant que groupe, en tant qu'unité, on a obtenu le 3e plus bas total de pression sur les quarts adverses l'année dernière. Fait que ça, ce que ça dit, c'est qu'à part Trayvon Walker et Josh Allen, ben, on n'a rien d'autre là, du côté de la ligne défensive des Jaguars. C'est pitoyable défensivement Jacksonville l'année dernière. Là, je me souviens de quelques-unes de leurs rencontres qu'on avait présentées sur les ondes de RDS. Puis il y avait des joueurs qui avaient lancé la serviette. Je me souviens, le maraudeur Cisco, après un match, il en avait parlé lorsqu'il s'était adressé aux médias. Il disait, écoute, là, c'est pas tout le monde qui donne son plein effort. Donc il y avait ça. Ça allait tellement mal du côté des Jaguars de Jacksonville à un certain moment donné durant la saison dernière. Alors, ça également, là, Liam Cohen va devoir amener un changement d'attitude au sein de l'équipe au complet. Là. Pas juste du côté de l'attaque, mais également du côté de la défense. C'est tout un défi qu'il a devant lui. J'ai bien hâte de voir ça, s'il a les qualités de leader recherchées. C'est une chose d'être un bon coordinateur à l'attaque, surtout avec l'attaque des Buccaneers qui était déjà bonne là, avant qu'il hérite de cette attaque-là. Mais là, est-ce que tu peux être un meneur d'hommes? Est-ce que tu peux être l'entraîneur-chef? Tous les jours, il y a des problèmes qui te sont présentés. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Mais du côté, encore une fois, même du côté de la défense, on n'est pas démuni de talent du côté de Jacksonville. Faut juste tout mettre en place. Je veux dire, on a fait l'acquisition de Arik Armstead l'année dernière, qui a connu des bons moments avec les 49ers de San Francisco, qui était tout simplement exécrable avec les Jaguars de Jacksonville. On a une tertiaire quand même chancelante. On a Jarian Jones, là, le choix de 3e ronde en 2024, qui s'est amélioré en cours de saison. C'est pour ça que j'ai trouvé que Travis Hunter aurait peut-être été plus utile dans la tertiaire des Jaguars que sur la ligne à l'attaque. Bref, mais tu veux parler de culture, c'est fascinant de savoir, c'est ça. Je pense que Liam Cohen a un travail de culture à faire chez les Jaguars de Jacksonville. Oui. On a vu à la suite du fiasco qui a été Urban Myers, par la suite on a eu Doug Peterson. On se rend compte avec Doug Peterson, c'est que sa magie j'ai dit Frank Reich tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai dit Frank Reich, je voulais dire Doug Peterson tout à l'heure. Ouais. Excuse-moi. On se rend compte, c'est que c'était éphémère. Je me rends compte à retardement de mon erreur, ouais. C'était un peu le même parcours avec les Eagles. Je veux dire, ça a été une bonne saison, puis par la suite, ça a été une descente aux enfers. Bref, je pense que c'est ça. Là. On a un genou à terre là, du côté des Jaguars. Je pense que Liam Cohen et James Gladstone ont un travail. Il faut se relever là, du côté des Jaguars. Et je pense que, on parlait de reconstruction tout à l'heure, je pense qu'on fait les bonnes choses. On s'est concentré sur l'attaque, mais je pense que la défense va quand même laisser à désirer là, en 2025. Ah, c'est fort possible, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais encore une fois, la mission première de Liam Cohen, ça va être de relancer la carrière de Travis Hunter, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, question de savoir, est-ce que qu'est-ce que j'ai dit? Travis Hunter, de lancer la carrière de Travis Hunter. Ouais, de relancer la carrière de Trevor Lawrence, ouais, tu vois, j'ai pas bu de café, j'ai ma tasse, mais j'ai de l'eau dedans. Ça me prendrait du café là, ce matin. Ouais, de Trevor Lawrence, relancer la carrière de Trevor Lawrence. Bon, ça fait quoi? Au moins 3 lapsus que j'ai fait en parlant des Jaguars. Maintenant, l'over-under des Jaguars de Jacksonville, Marc-André. OK, on en a parlé la saison dernière, ça n'a pas bien été, pendant qu'on nous dévoile cette photo de Trevor Lawrence avec sa belle chevelure. 4 victoires pour Jacksonville l'année dernière. L'over-under, selon les preneurs au livre, est de 7 victoires et demie pour Jacksonville. Je vais te laisser y aller en premier. 7 victoires et demie pour les Jaguars, plus ou moins. Je suis vraiment déchiré. J'ai aucune confiance. Dans mon petit document, j'ai mis plus. Mais je suis pas confiant. 7.5, je trouve que c'est une bonne ligne là, au niveau des preneurs au livre. J'ai mis plus, mais j'en vois pas beaucoup plus. Je veux dire, on va tourner autour de... Je suis intrigué par l'attaque.
c'est ça l'affaire, Didier. Je suis vraiment intrigué par l'attaque. Ça peut être soit un fiasco ou soit ça peut prendre son envol et être incroyable. 7,5, j'ai mis plus. Je vais conserver plus, mais je ne serais pas surpris là, de les voir à 5-6 victoires non plus. Ouais, on voit sur le tableau, hein, depuis 1995, les Jaguars ont gagné leur division 4 fois. Ils ont terminé 9 fois en dernière position en 30 saisons du côté de Jacksonville. C'est vrai, Jacksonville et les Panthers à Caroline avaient été deux équipes d'expansion en 1995. Plus ou moins 7 victoires et demie pour les Jaguars. Je veux dire moins. Je veux dire moins 7 victoires. 7 victoires pour les Jaguars de Jacksonville. Ça m'a l'air d'être un bon chiffre. Ça serait quand même 3 victoires de plus que la saison dernière. Mais ouais, écoute, sur les Jaguars, là, avec l'historique de l'histoire de la concession, c'est à eux à me prouver qu'ils vont être nécessairement améliorés. D'aucune façon, je vais donner bénéfice du doute à Jacksonville. Alors, maintenant, on va regarder côté fantasy football, du côté des Jaguars. Marc-André, tu es notre expert fantasy. Ça a l'air de quoi, là? Tu penses quoi, de Trevor Lawrence? Qu'est-ce qu'on fait avec Trevor Lawrence du côté des Jaguars, là? Est-ce qu'on le repêche tôt? Est-ce qu'on lui fait confiance pour être le carrière partant de notre équipe fantasy football? On fait quoi avec lui, là? C'est maintenant le moment où je réponds à la deuxième partie de la question de Jean-Michel. Trevor Lawrence, l'année dernière, limité en 10 matchs seulement lors de la saison 2024. Quart numéro 15, quand même, pour les points par match. En faisant mes recherches, j'étais surpris d'entendre que finalement, c'était pas si pire que ça dans le cas de Trevor Lawrence. Lors de la semaine 1 à la semaine 9, il a été le quart numéro, c'est ça, le quart numéro 15. Donc ça, c'est quand même pas si pire. En ce moment, il est le quart numéro 18 en ce moment. J'ai marqué effet Liam Cohen là, dans mes notes. Est-ce qu'il y a vraiment un effet Liam Cohen? Je suis un peu comme toi, Didier. Trevor Lawrence, je suis un peu déchiré. Je pense que c'est un cas de voir ce que les Jaguars ont l'air au camp, puis en début de saison, puis peut-être réembarquer dans le train de Trevor Lawrence. Mais pour répondre à la question de Jean-Michel au niveau fantasy, son impact, je pense qu'en ce moment, il va être très faible, Trevor Lawrence. Encore là, ça peut changer si on voit que la sauce prend, là, si la pâte, si ça colle la chimie avec les Jaguars, je pourrais rembarquer parce que je pense encore qu'il y a des atouts, Trevor Lawrence. C'est pas pour rien qu'il a été un premier show total, mais je pense qu'en ce moment, je passe. Peut-être le mettre sur votre banc si vous êtes dans une ligue à 2 quarts arrière, si vous voulez voir ce qui se passe avec les Jaguars. Mais pour l'instant, Trevor Lawrence, je pense que c'est un impact minimal qu'il va avoir avec les Jaguars cette année au niveau fantasy, pardon. Maintenant, Brian Thomas Jr., qui a été sensationnel l'année dernière en tant que receveur recru. C'est comme s'il avait passé un peu sous le radar là, lors du repêchage. On parlait beaucoup de son ancien coéquipier à LSU, Malik Neighbors. Mais Brian Thomas Jr., il a démontré qu'il était aussi bon là, que Malik Neighbors, si c'est pas peut-être même meilleur. En tout cas, j'ai hâte de voir un genre de saison que les deux vont connaître en 2025. Mais ça augure comment là, pour toi, selon toi, pour Thomas Jr.? Receveur numéro 4 l'année passée au niveau fantasy, c'est tout simplement incroyable pour une recrue. De la semaine numéro 13 à la semaine numéro 18, il était le receveur numéro 2 pour les points par match dans la NFL. Et ça, c'était avec Mac Jones. Imagine maintenant si Trevor Lawrence redevient le corps qu'on espérait du côté des Jaguars. Ça risque d'être sensationnel. En ce moment, Brian Thomas, vous le payez au niveau fantasy. C'est un choix de milieu de deuxième ronde. S'il passe la deuxième ronde par miracle, je ne pense pas. S'il est en troisième ronde, je sauterai à pieds joints sur Brian Thomas. Mais même en deuxième ronde, je suis assez confortable. J'adore Brian Thomas. Je pense qu'il va être ciblé à outrance dans l'attaque des Jaguars de Jacksonville. On a vraiment fait de la place. On lui a donné vraiment les clés là, comme receveur numéro 1. On a fait de la place. On a échangé Evan Engram. On a Brenton Strange. On a Dimey Brown également là, à la position de receveur. C'est pas des joueurs qui peuvent venir lui voler, mettons, des ballons à Brian Thomas. Donc, moi, je suis vraiment confiant qu'en milieu de deuxième ronde, si vous pouvez mettre la main sur Brian Thomas, ben, c'est un choix judicieux. J'adore Brian Thomas, je le répète cette saison. Ouais, l'an 2 de Brian Thomas est fort prometteur. Maintenant, Travis Hunter, on n'arrête pas d'en parler. Il y a beaucoup d'arguments à son endroit. On a reçu plusieurs questions entourant Travis Hunter. Alors, en termes de fantasy football, là, tu t'attends à quoi, là? Parce qu'au moins, il ne devrait pas être doublé, étant donné que Brian Thomas sera présent sur le terrain avec lui. La clé pour Brian Thomas au niveau fantasy, ça va être le nombre de jeux où il va être utilisé en attaque. C'est vraiment ça le nerf de la guerre dans son cas. Il est utilisé 40-50%. S'il est moitié-moitié avec des jeux en défense, il ne vous apportera pas grand-chose en ce moment, cette année, au niveau fantasy.
On l'a vu dans les mini-camps, elle est utilisée prioritairement en attaque. Ça, c'est bon signe. Vous allez voir, là, si on, au grand entraînement, si on le voit constamment en attaque, sa valeur va augmenter, va être en ascension là, au niveau fantasy. En ce moment, c'est un choix de fin de sixième, début septième ronde, mais c'est un choix qui vient avec sa part de risque, sa part d'inconnu aussi. C'est vraiment une situation à surveiller dans les camps d'entraînement, Travis Hunter. Mais je pense qu'au niveau des habiletés, il est un receveur talentueux. Je le redis, je pense que c'est le receveur qui est le plus talentueux de cette QV 2025 devant les Ebuka, devant les McMillan. Mais reste à voir maintenant si son utilisation va être adéquate. C'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau fantasy. Alors, écoute, on a bien hâte de voir ça. Travis Hunter dans la NFL. Il faut juste patienter là, quelques semaines avant le début de la saison, environ un mois et demi là, avant le début de la saison de la NFL. Ben écoute, Marc-André, on va se tourner maintenant vers les Colts d'Indianapolis, mais afin de faire le survol en vue de la prochaine saison des Colts d'Indianapolis, bien, je me suis entretenu avec le comédien Jean-Michel Elie. Jean-Michel, on l'avait reçu au podcast dans le cadre du repêchage de la NFL. Il est lui-même un ancien ailier défensif avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, également avec l'Université McGill, et c'est un grand partisan des Colts d'Indianapolis depuis l'époque de Peyton Manning, Dwight Freeney et compagnie. Jean-Michel, pas très satisfait là, des performances des Colts lors des dernières années. Alors, il a profité de son passage pour se vider le cœur. Alors, écoutons mon entretien concernant les Colts d'Indianapolis avec le comédien Jean-Michel Elie. Jean-Michel, tu es très occupé là, cet été avec le festival Juste pour rire notamment. Oui, beaucoup occupé, très, très, très occupé. Il y a beaucoup de shows dans lesquels que je fais partie, de spectacles dans lesquels que je fais partie. Il y a environ j'ai environ 5 spectacles majeurs là, que j'invite les gens à venir regarder, écouter aussi. Oui, quels sont ces spectacles-là? Là? Allez, profites-en là, avant qu'on se Euh, parle, j'ai, qu'on parle des ouais, Colts. ben oui, 100%. J'ai 100% Montréal avec Eddie King. Ça, c'est avec au Studio TD. J'ai Comedy Club Tour. Ça, c'est une série qui va être filmée par Canal Plus pour la France, au Bordel Comedy Club. J'ai un gala juste pour rire à Québec avec Véronique Claveau. Et j'ai aussi le nouveau visage franco euh, aussi avec Juste pour rire. Puis le dernier spectacle, c'est le 28. Ça, c'est hors festival, là. C'est le 28 août Oui. avec Eddie King. On fait 45 minutes de matériel chacun. Ah Donc ben ça, à c'est Laval. super, Jean-Michel, ouais. OK, Ouais, définitivement, très t'es hâte. très occupé. Mais ça, c'est un beau signe, là. Ouais, Ça veut dire que très, très, les très affaires hâte. vont bien. Ah ben Yes! ça, c'est super. Content. Ben Content, écoute, ma mère est contente aussi. oui, j'espère, hein, j'espère ta mère avec qui, à qui t'avais brisé le cœur lorsque tu lui avais annoncé que tu voulais venir comédien. Ben, j'espère qu'elle est de ton côté, puis elle se rend compte que ben ça a été le bon choix de carrière, t'as suivi ta passion, Oui, et puis là, ben tu t'étais 100%. récompensé. Écoute, une autre de tes passions, c'est le football, comme je le disais tout à l'heure. T'as été un joueur de football, t'as même arrêté de jouer au football lorsque t'as quitté tes études pour devenir comédien. Ton équipe favorite, c'est les Colts d'Indianapolis, tout comme moi, t'es un ancien ailier Mhm. défensif. Dwight Freeney était ton joueur favori. Pour les Colts, ça va Favori. pas très bien depuis quelques années. Donc, Euh, avant qu'on commence à analyser les Colts, à faire notre survol en vue de la prochaine saison, quels sont tes états d'âme là, présentement, là, durant l'été, avant le début du camp d'entraînement concernant les Colts d'Indianapolis? Ben, c'est pas compliqué, Didier. En fait, ça passe ou ça casse Hmm. pour cette année-là. C'est les, je dirais pour les Colts, c'est les 2 dernières années où est-ce que les gens vont commencer à arrêter de parler d'eux. Parce que ça fait depuis le départ d'Andrew Luck que l'équipe est plus ou moins stable. Donc, tu sais, on Hmm. a eu l'arrivée de Philip Rivers qui avait restabilisé un peu tout. Mais, tu sais, depuis que Andrew Luck est parti, j'ai l'impression que l'équipe elle cherche un peu, changer beaucoup d'entraîneurs. L'équipe n'est pas stable nécessairement. Fait que moi, je m'attends cette année aux Colts, surtout que c'est une équipe qui dépense beaucoup en point de vue du cap salarial. Je m'attends à ce qu'ils se doivent de performer. C'est avec la situation, avec les 2 carrières qu'ils ont là.
Oui. C'est pas la situation idéale avec les deux carrières qu'ils ont, Daniel Jones et Anthony Richardson, mais à la fin de la journée, je m'attends à ce qu'ils performent quand même. Oui, puis avant de commencer notre entretien, tu soulevais un bon point également. Écoute, il y a quelques semaines, le propriétaire des Colts, Jay Mercy, a rendu l'âme. Ce sont maintenant ses filles qui sont les propriétaires de l'équipe. Et tu crois que si les Colts sont pas en mesure de se replacer, donc de participer aux éliminatoires cette année, on pourrait tout simplement là, y aller là, d'un coup de balai, là, de faire le ménage et recommencer à Ouais, neuf d'une certaine façon. 100%. Puis il faut noter aussi que les Colts sont dans une division quand même assez faible. Tu sais, autre que Oui, c'est Houston vrai. dans la division, il n'y a pas vraiment une équipe qui se démarque dans la division. Tu sais, je pense qu'ils devraient en profiter pour prendre, pour prendre l'avantage, puis se construire une bonne équipe, tu sais. Puis surtout avec le départ du GM, puis je pense que c'est là qu'ils doivent se dire, OK, on a l'opportunité de changer la mentalité de l'équipe, comme on doit le faire soit cette année ou pendant le off-season. Donc, c'est pratiquement ça que les Colts doivent faire en ce moment, c'est regarder c'est quoi qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Quand Tony Dungy était là, ça fonctionnait. Pourquoi là, Mais maintenant, je ça ne veux pas. fonctionne pas? Ouais, je veux pas trop simplifier les choses, mais lorsque je regarde la formation des Colts depuis quelques années, bon là, il y a un changement à la position de coordinateur en défense. On va parler tout à l'heure, je crois que c'était Mhm. nécessaire. Mais ça n'en vient pas principalement à la position de carrière depuis la retraite d'Andrew Locke. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Parce que lorsque je regarde la formation des Colts, il y a du talent, autant en attaque qu'en défense, mais c'est vraiment la position de carrière qui tient Indianapolis en otage. Mais c'est ça que, tu sais, on a tous un peu vécu le mini-hype qu'il y avait autour de Anthony Richardson quand on l'a repêché. Hmm. Moi, personnellement, il me donnait des allures de Cam Newton. Je ne sais pas si Ouais. tu peux valider avec moi, là, en termes de size, Ouais, physiquement, physique, ouais, ouais. On parle du euh, talent, là, ouais, le sa rapidité, la force de son bras et bras, tout, ouais. exactement. On l'a mélangé avec un scheme très offensif, un schéma très offensif que qu'il avait vu à Florida, quand il était à Florida. Donc là, maintenant, c'est à lui de performer, puis c'est à lui de démontrer qu'il a du leadership. Oui, je suis d'accord avec toi que ça ne va pas principalement par le QB, mais si on comble les postes complètement, totalement ailleurs, puis quand on regarde, OK, c'est quoi le problème? Ben, les spotlights, tous les yeux sont rivés vers tes QB. Parce que Ouais. en receveur, ils ont la profondeur en receveur. Joueurs de ligne offensif, ils ont la profondeur aussi. Porteur de ballon, ils ont la profondeur qu'ils doivent avoir. Tight end, ailier rapproché, ils viennent de, Mais ils c'est viennent ça, de que je te disais, drafter. Jean-Michel. Ils en Ils, ont du ils ont, ils talent, ont, ils en ont du talent ils en ont du talent. du côté Je, je, d'Indianapolis, ils en ont toujours eu. Ben écoute, avant qu'on aille plus loin, on va jeter un coup d'œil, justement, on a préparé un tableau afin de regarder ben, de quoi a eu l'air la saison morte des Colts. Il y a eu des départs au Mhm, niveau de la ligne à attaque. Bon, tu viens de parler de la ligne à attaque, on a perdu notre centre Ryan Kelly et Will Fries, le garde. Les deux ont pris le chemin du Minnesota via le marché des joueurs autonomes. On a perdu Joe Flacco, mais là on a amené Daniel Jones qu'on a mis sous contrat pendant qu'on voit les autres joueurs qui ont quitté l'organisation. Écoute, bon, tu mentionnais le nom d'Anthony Richardson. On amène Daniel Jones et on espère que Jones aura pas à devenir le carrière partant. Parce que sinon, ça va vouloir dire que Richardson, on va pouvoir lui mettre l'étiquette de flop au repêchage. Mais je ne sais pas si tu as vu mhm. lors des dernières semaines, qu'est-ce qui est sorti dans les médias. Apparemment, il y a plusieurs joueurs des Colts qui disent que c'est même pas proche, que ça n'a même pas été proche lors des entraînements, que Daniel Jones est supérieur à Anthony Richardson en tant que passeur, en tant que carrière. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Et puis, est-ce que tu crois que réellement Daniel Jones a une chance d'être le carrière partant lors du premier match de la saison, étant donné que les Colts ont dépensé un haut choix au repêchage lorsqu'ils ont sélectionné Richardson il y a quelques années? Mais dans le fond, est-ce que je suis surpris? Non.
Je suis pas surpris du tout à cause que Daniel Jones, dans le fond, c'est pas un si mauvais carrière que ça. Je pense que c'est un carrière qui avait pas nécessairement le bon coaching staff avec lui. Je pense que on a été très vite à critiquer Daniel Jones dans le sens que il a connu une bonne saison, il a amené les Giants en playoff. Après la game contre Minnesota, la saison d'après, rien. C'est là que la critique est arrivée. Mais en une saison, on a passé de ce gars-là est bon, ce carrière-là est bon, à ce carrière-là est pas bon. Donc, je pense qu'on n'a pas été assez patient avec Daniel Jones. Tout ce qui en vient à Richardson, moi, je pense qu'avec son attitude de sortir pendant les games parce qu'il est essoufflé, Hmm. de pas faire le dernier pas vers l'avant pour aller chercher le first down, pour aller chercher les pouces qui manquent. Je pense que c'est ça son problème. Donc, quand, quand tes coéquipiers voient à quel point que ton carrière est en train de prendre du leadership et qui veut dominer la game, c'est ça qui les influence à vite penser que, OK, c'est toi, Daniel Jones, qui veut gagner la game, donc on va aller avec toi. Mais Richardson, je pense qu'il s'assit trop sur son talent, sur son physique, puis qui fait comprendre aux gens que comme, ah, moi, j'ai le physique, je fit dans le nouveau scheme de la NFL, qui a un carrière qui court, qui a un bras canon. Mais dans la NFL, c'est pas juste ça, là. Tout le monde s'ajuste. Donc, Ouais, parce pour qu'une moi, chose à propos. Oui, vas-y, ouais, oui. vas-y. Mais Non, pour mais j'allais moi, juste dans dire le fond, c'est, Ouais, pour ben moi, j'allais juste c'est, dans dire le à fond, propos de c'est, Richardson. Ouais, ben vas-y, ok. Vas-y pas. OK, c'est bon, c'est bon. Il y a un petit Pour délai, moi, oui. non, inquiète-toi pas, mais pour moi, Daniel Jones, je pense sincèrement qu'il est meilleur que. Je vais être honnête avec toi, là, 100%, puis Tommy va rire quand il va écouter ça, là. Mais je pense que Daniel Jones a plus de potentiel que Richardson. Hmm. Cependant, je te dirais que pour les deux carrières qui sont là en ce moment, Daniel Jones et Richardson, c'est le moment de leur carrière que où est-ce qu'ils ils doivent le mieux performer. Ouais, c'est Et aucun on doute là-dessus, voit, là. ouais, et on voit dans le camp d'entraînement qui a le feu dans les yeux, ils sont en train de jouer pour leur vie, dans le fond. Ils sont en train de jouer pour leur salaire, pour leur legacy, pour leur continuité, pour leur enfant. C'est cette mentalité-là qu'ils doivent se mettre dans la tête. Tu sais. Ouais, ben écoute, pour en revenir à ce que tu disais, en commençant par Daniel Jones, moi je crois que Daniel Jones est limité. C'est pas un mauvais athlète. Bon, il est à son mieux lorsqu'il est en mesure d'utiliser ses jambes. Et c'est vrai qu'il n'était pas bien entouré à New York. La ligne à attaque des Giants, ça fait écoute, ça fait une décennie là, qu'elle est mauvaise. Depuis la fin de la carrière d'Eli Manning, on n'a jamais été capable de solutionner ce problème. On a dépassé des choix au repêchage, on n'a pas sélectionné les bons joueurs. Je suis prêt à être assez ouvert d'esprit pour me dire, OK, Daniel Jones, au sein de l'attaque des Colts, qui est talentueuse, comme on vient d'en parler, peut-être qu'il pourrait mieux performer que qu'est-ce qu'on a vu lors de la fin de son séjour à New York. Et pour compléter, qu'est-ce que Mhm. tu disais à propos d'Anthony Richardson? Tu as dit qu'il a l'air d'un joueur qui s'assoit sur son talent, mais de qu'est-ce que j'ai lu, c'est ce qu'on lui reproche également. Là. Pas juste le fait qu'il avait quitté lors d'un match, qu'il était allé sur les lignes de côté parce qu'il disait qu'il était fatigué. Ça a laissé des séquelles. Mais en plus de ça, on met en question son éthique de travail une fois qu'il quitte le stade, une fois qu'il quitte le centre d'entraînement des Colts d'Indianapolis. Le travail n'est pas terminé pour tous les joueurs, mais encore plus lorsque tu es le carrière partant. Donc on met ça en doute du côté de Richardson. Puis on n'a même pas parlé du fait qu'il est constamment blessé depuis son Mhm. arrivée dans la NFL. Donc, il y a ça aussi. Alors, aujourd'hui, là, au moment où on enregistre ce podcast, à la mi-juillet, si tu avais à parier là, un petit 20 $, qui sera le carrière partant d'Indianapolis lors de la première semaine d'activité entre Daniel Jones et Anthony Richardson? C'est quoi ton feeling? Didier, si tu veux, je peux te mettre 200 $. C'est Daniel Jones. C'est Daniel Ah Jones. oui? C'est que, oui, je pense qu'il fit mieux avec qu'est-ce que les entraîneurs veulent apporter au Colts d'Indianapolis et qu'est-ce que les joueurs veulent avoir de leur carrière. Quelqu'un qui est prêt à se donner, quelqu'un qui est prêt à... Même si la fenêtre
d'ouverture pour le receveur est minime comme ça, qui va rentrer le ballon, puis qui va prendre la chance qui va donner la chance à ses coéquipiers de faire un jeu. Je pense sincèrement que Daniel Jones peut commencer la saison en tant que partant. Ouais, ben écoute, si jamais c'est lui qui arrière partant à la fin du camp d'entraînement, on va pouvoir miser également sur Jonathan Taylor, qui est un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL. Alors, le plan de match va pas reposer sur les épaules de Daniel Jones. Alors, je peux m'imaginer un scénario où les Colts pourraient avoir du succès avec Daniel Jones. Avec Anthony Richardson, j'ai plus de difficultés pour les raisons que je viens de mentionner. Et lorsqu'on a vu Richardson jouer, ben écoute, c'est loin d'avoir été concluant, là. Il est très impressionnant en tant que passeur. Je rappelle qu'il avait eu dans les rangs universitaires moins d'une quinzaine de départs là, à l'université de la Floride. Oui, à l'université Florida. Alors, ça, généralement, pour les carrières qui ont si peu joué, qui ont eu un si petit nombre de départs au football universitaire, ça tourne jamais bien dans la NFL. Lorsqu'on essaie de faire des carrières partant, là, il y avait notamment Mitchell Trubisky qui est un de ces joueurs-là. Écoute, tu as mentionné le nom du choix de première ronde des Colts, l'ailier rapproché Tyler Warren, un produit de l'université Penn State. Il a été le 14e joueur sélectionné au total. Est-ce que tu crois qu'il va avoir un impact? Parce qu'il y a des gens, là, à la suite de la saison historique que Brock Bowers a eu avec les Raiders l'année dernière, là, ils pensent que du moment qu'on repêche un ailier rapproché en première ronde, il va être aussi bon que Brock Bowers. On a vu que Warren était très polyvalent à Penn State. On l'utilisait à la position de carrière, position de porteur de ballon, en plus de celle d'ailier rapproché. Est-ce que tu crois qu'il peut réellement avoir le même genre d'impact que du côté de la NFL? En fait, quand je regardais les Colts l'an dernier, je te dirais que selon moi, dans leur offensive, qu'est-ce qui leur manquait? C'était deux choses. C'était le carrière et je trouve qu'il leur manquait un joueur, un ailier rapproché dominant. Du fait qu'ils ont repêché Tyler Warren, même pendant le repêchage, il y avait beaucoup d'analyses qui disaient ça là, ça va devenir l'une des clés des Colts d'Indianapolis pour gagner la division, pour gagner des matchs en série éliminatoire. Tyler Warren va devenir une des clés de l'offensive des Colts. Je trouve que c'est une très belle acquisition à cette offensive-là. Je trouve que ça ouvre le livre de jeu encore plus gros, encore plus large. Je pense que ça permet de faire en sorte que, excusez-moi l'anglicisme, mais de un peu spread le terrain. Tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'il va avoir un impact très important. Puis je ne serais même pas surpris si il soit dans les top 3 pour être considéré comme recrue de l'année offensive dans la NFL. Ah, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir son développement là, au sein de l'attaque d'Indianapolis parce que à Penn State, comme je le disais, de la façon qu'il était utilisé comme carrière avec la formation Wildcat, puis c'est un gros bonhomme, là, près de 6 pieds 5 pouces, près de 260 livres. Puis on l'a vu, il est en mesure de tourner le coin. Je me souviens, je crois que c'était contre Purdue. Il a été capable, Jean-Michel, de tourner le coin, là, malgré le fait qu'il est corpulent. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai une question pour toi, Didier. Ouais, vas-y. Qui tu penses dans la division que les Colts sont, qui tu penses qui peut euh, venir mettre du fil à retordre à Tyler Warren? Si on y Défensivement, pense vite, défensivement, si on y pense vite, il n'y a pas beaucoup de joueurs, là. Donc, c'est pour ça que je te dis que les Colts vont vraiment. la division est faible, comme tu dis. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que les Colts vont vraiment s'amuser avec Tyler Warren. En tout cas, pour moi, dans ma tête, ils devraient vraiment s'amuser avec Tyler Warren. Encore une fois, Jean-Michel, ça en vient à qui va lui lancer le ballon. Pas juste qui, Exact. mais qui de Richardson et Daniel Jones, puisqu'ils vont être capables de le faire avec constance, avec des passes précises. C'est un gros point d'interrogation. Comme je te dis, pour moi, les Colts, moi, je trouve que Chris Ballard, le DG, il fait du bon boulot. Il est juste pas capable d'identifier le bon carrière, puis éventuellement, ça va peut-être lui coûter son emploi, mais il a amené du talent à Indianapolis. Là. Ça va être sa 9e saison. Il en a amené du talent à Indianapolis, mais il faut de la production de la part de la position de carrière. Bon, on vient de parler beaucoup de l'attaque, mais défensivement, du côté des Colts, c'était pas fort là, l'année dernière. Gus Bradley n'est plus là.
On est allé d'un changement. Luanu Muro Mhm. s'amène de Cincinnati où il a été critiqué. Moi, je continue de croire qu'il est un bon coordonnateur. C'est lui le coordonnateur de la défense de Cincinnati lorsqu'ils sont allés au Super Bowl. On lui reproche de ne pas avoir développé les choix au repêchage. Moi, je donne pas le bénéfice du doute. Il y a des équipes là, dans la NFL, Jean-Michel, je leur donne pas le bénéfice du doute. Les Non. Bengals, les Browns, les Dolphins, il y a certaines équipes comme ça, là, je suis prêt à donner une deuxième chance à des joueurs ou des entraîneurs qui quittent l'organisation. Alors, du côté de la défense des Colts, on a préparé un tableau pour montrer le classement de la défense l'année dernière au niveau des statistiques majeures. Et puis, on le voit en termes de points accordés en moyenne par match. Jean-Michel, on était 24e. Verges accordées, Ouais, 29e là, sur 32 équipes. 24e pour les ouais. verges au sol et 26e en moyenne pour les verges par match, par la passe, par rencontre. Est-ce que tu crois que la défense va être améliorée simplement avec le changement de coordinateur défensif? Ben absolument, absolument, parce qu'on regarde les joueurs qu'ils ont amenés. Ward, Bynum, c'est tous des joueurs dominants point de vue défensif. Puis encore une fois, désolé de me répéter, mais dans la division où est-ce qu'ils sont, ça va être plus dur pour les receveurs d'attraper le ballon avec ces deux acquisitions-là, tu sais. Donc, est-ce qu'ils se sont améliorés défensivement? Je suis prêt à dire oui. Maintenant, ça va devoir être prouvé sur le terrain. Puis je suis pas prêt. Je vais pas dire que malgré qu'ils ont amené l'ancien DC defensive coordinator de Bengals, je pense pas que c'est il y a une différence du fait que oh, Bengals n'avait pas une bonne défensive, fait que là maintenant les Colts vont pas avoir une bonne défensive. Je pense aussi que c'est les joueurs. Les Ouais. joueurs qui ont un rôle à jouer là-dedans. Tu sais, quand tu regardes les Bengals, il y avait juste Anderson qui était vraiment dominant, mais après ça, il n'y avait personne du côté de Bengals là, en défensive. Là. Donc pour les coachs, je Oui. pense que c'est vraiment quelque chose de différent. Tu sais. Ouais, non, tu fais bien de mentionner le nom du demi-coin Travarius Ward, oui, Travarius Ward, anciennement des 49ers de San Francisco, qui est signé à titre de joueur autonome avec Indianapolis, et Cameron Bynum, lui, c'est un maraudeur qui jouait avec les Vikings Mhm. du Minnesota. La tertiaire devrait être meilleure là, avec l'ajout de ces deux gars-là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis on a 100%. investi hein, au niveau de la position de chasseur de quart lors du repêchage de cette année en deuxième ronde et l'année dernière avec notre choix de première ronde. Donc, ça va être également au niveau coordonnateur de développer ces joueurs-là. Parce que tu sais, là, la tertiaire, montre-moi une bonne tertiaire, généralement, il y a un bon front défensif. Hein? Si tu es en mesure de presser le carrière Exactement. adverse, ça aide grandement les demi-défensifs. Exactement, ouais. 100%. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça du côté des Colts. Alors, avant de se quitter, Jean-Michel, au niveau du over-under, les preneurs au livre pour la saison 2025 qui s'en vient, ils ont mis le nombre de victoires des Colts à 7 victoires et demie. Alors, de ton côté, Wow. je te pose la question. L'over-under, qu'est-ce que tu choisis? Plus ou moins de 7 victoires et demie pour ton équipe favorite, les Colts d'Indianapolis? Ben, j'ai pas le choix d'aller pour plus. J'ai pas le choix d'aller pour over 7,5, c'est ça? Ouais, 7,5, Ouais, 7,5. exact. Donc, j'ai pas le choix d'aller over parce que je me dis, chaque joueur dans cette équipe-là, ils comprennent que si cette saison, ça se passe pas bien, mais ma job est en péril. Mon travail est en péril. Je peux être dans, je peux me faire licencier, puis les propriétaires, les nouveaux propriétaires, le nouveau GM qui va s'amener parce que il va perdre sa job, va reconstruire l'équipe au complet. Donc, je pense qu'ils vont tout donner sur le terrain. Je pense qu'ils sont dans une division où est-ce qu'ils peuvent tout donner. Déjà, moi, personnellement, je pense qu'ils vont gagner deux fois contre Titans. Ils peuvent gagner deux fois contre Jaguars. Déjà là, on est à 4. Après ça, une game contre, Là, t'es contre vraiment Houston. optimiste là, pour tes Colts. Oui, je suis vraiment optimiste pour mes Colts parce que je vois personne d'autre que Houston les battre dans cette division-là. C'est littéralement la seule équipe qu'ils ont une équipe solide de tout bord, tout côté. Mais
quand on regarde les autres équipes, je pense qu'ils peuvent les battre 2 fois. Si ils jouent bien, s'ils exécutent le plan de match correctement, je pense qu'ils peuvent les battre 2 fois. Donc déjà là, c'est 5 victoires dans la division. Après ça, il faut aller en chercher 3 autres hors de la division. Donc je pense pas que les OK. Colts peuvent perdre contre. Tu sais, j'aurais voulu avoir le calendrier là pour vous dire s'ils gagnent ou s'ils perdent, mais tu sais, je pense qu'ils peuvent tout démontrer cette année à cause de la situation dans laquelle ils sont en ce moment. Ah, ben, il y a une Et chose, aussi, Jean-Michel, puis tu le sais aussi bien que moi, quand on regarde le calendrier de la NFL au mois de juillet, puis on se dit, ah, ça va être un match facile, ah, ça va être un autre match facile, ah, ça va être plus difficile. Mais avec la NFL d'une année à l'autre, on ne sait jamais quelle équipe va être bonne. Souviens-toi, là, il y a un an, si tu affrontais les Commanders, tu te disais, ah ben, ça va être une victoire. Puis là, seulement les ouais. Commanders, ben, ils ont été une des bonnes équipes de la NFL. Ils étaient à une victoire de participer au Super Bowl. Donc, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça, c'est ça la beauté de la NFL. On a tout le temps nos idées préconçues durant l'été, avant le début de la saison. Puis des fois, c'est juste après le premier dimanche, là. Le premier dimanche de la saison régulière, tu te rends compte, il y a certaines équipes, t'es comme, wow, ok, la saison va être longue. Mhm. Puis j'ai même pas. Faut pas oublier les blessés en plus des fois qui viennent complètement changer les plans. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté de tes causes. Mais t'es optimiste, j'aime ça, j'aime ça. T'as Yeah, l'air d'être un beau il faut. partisan, mais toi, avant de commencer l'enregistrement, tu m'as dit que si les Colts ratent les éliminatoires, tu vas étudier la possibilité de changer d'allégeance. Tu m'as même parlé potentiellement de devenir un partisan des Buccaneers de Tampa Bay. Dis-moi que t'es pas un gars comme Ouais. ça. Dis-moi que t'es pas ce genre de partisan, s'il te plaît, Non, Jean-Michel. bien évidemment, c'est une blague. Bien évidemment, c'est une blague, mais il faut comprendre que ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans plus de 10 ans même que j'attends quelque chose des Colts, mais que ça arrive pas. Ça arrive pas, puis je pense que à un moment donné, il faut que tu donnes du respect à tes partisans, puis il faut que tu démontres vraiment vouloir prendre un pas vers le Super Bowl. Tu sais, que ce soit de gagner 2 matchs éliminatoires ou de te rendre même aux éliminatoires. Tu sais, être constant au point de vue des éliminatoires, c'est très important pour garder tes partisans dans le bateau. Mhm. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, Peyton Manning est l'un de mes joueurs préférés. On a parlé de Dwight Freeney, Robert Mathis, tu sais, Bob Le Sanders. bon vieux temps. Mo- Mhm. Oui, Marvin Harrison, tu sais, je peux te nommer toutes les légendes qu'ils ont traversées, qui sont passées dans les Colts d'Indianapolis. Mais cette équipe-là, c'est l'équipe qu'ils avaient avant, à comparer à l'équipe qu'ils ont maintenant. Tu sais, c'est 2 univers complètement différents. La NFL a changé beaucoup, oui, mais certes, à un moment donné, les joueurs doivent comprendre qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent pour venir les voir. Puis c'est pas des personnes qui ont des salaires nécessairement aisés ou est-ce qu'ils peuvent se permettre de le prendre à un billet à chaque fin de semaine. C'est des gens qui ont pris dans leur économie pour venir célébrer avec leurs enfants, que ce soit leur famille, grand-père, père, mère, whatever, pour venir fêter, festoyer, genre pendant la game. Mais si tu leur donnes toujours des matchs de piètre qualité, à un moment donné, ils vont quitter le bateau. Hmm, ok, Jean-Michel, t'en avais beaucoup sur le cœur. J'espère que cette Ben oui. session de thérapie, de thérapie, va t'avoir aidé à l'approche du début du camp d'entraînement de tes Colts d'Indianapolis. On va souhaiter qu'ils vont connaître une bonne saison, une saison qui va rencontrer tes attentes, tes grandes attentes des Colts. Écoute, je te remets ça encore une fois. Je sais que ton horaire est chargé, alors c'est vraiment apprécié ton passage au podcast. Ben merci beaucoup. Alors, Didier, si on regarde maintenant le total de victoires qui est prévu ou qui est prédit là, pour les Colts d'Indianapolis cette saison, Hmm. il est à 7,5 victoires. Didier, est-ce que c'est un bon chiffre, encore une fois, je trouve, personnellement. Est-ce que tu penses qu'ils vont en avoir plus ou moins? Didier, je rappelle, l'année dernière, 8 victoires, les Colts d'Indianapolis. Ouais, alors est-ce que l'histoire va se répéter pour Indianapolis? Je veux dire que ça va être plus.
Donc, 8 victoires. On va avoir une fiche identique à la saison 2024 du côté des Colts d'Indianapolis. Puis comme j'en ai parlé avec Jean-Michel, en tout cas, on a hâte de voir qui sera le carrière partant également là, à la fin du camp d'entraînement du côté des Colts. Mais je pense qu'on va y aller avec Richardson, étant donné qu'on a tellement investi au repêchage. Donc oui, plus de 7 victoires et demie pour les Colts. Soit de ton côté, l'over-under des Colts? J'ai mis plus également, mais j'ai la confiance de champignons là, dans un plateau de légumes, c'est-à-dire qu'ils vont rester jusqu'à la fin. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là. La confiance d'un champignon dans un panier de légumes. Oui, dans un plateau, tu sais, quand tu achètes des plateaux de légumes déjà tout faits, là, tu as les concombres, Ouais. puis là, il y a toujours un rack de champignons que personne mange, qui reste à la fin. Parce que des champignons crus, là, en tout cas, bref. C'est ma façon de voir l'affaire. Tu dois les tremper dans la ranch. C'est ça, là. Avec les champignons, Ouais. Que ça Toi, goûte t'es un quelque gars de chose. champignons dans ce plan? T'es un gars de champignons? Ouais. J'en mets dans mes omelettes. Moi, j'ai rien contre les champignons. Moi. Non, mais dans Toi? un plateau de légumes, Quoi, t'es là, pas un tu gars de sais, les champignons? concombres, les poivrons, ça va bien, ça Bon, va, on parle le de champignons de brocoli. légumes, c'est bien ça. OK. Oui. Ah C'est oui. différents types de champignons, Ouais. Marc-André. Faut juste se Bref, préciser. OK. j'ai mis plus, mais c'est ça, je suis pas vraiment confiant. Puis je pense que ça va être un thème là, dans cette division-là. Les prédictions, ça va être pas facile, là. C'est une division quand même, c'est ça, qui laisse place à l'amélioration, mais bref, c'est ça. On a beaucoup de questions. Bref, ça pour dire, parlant de questions, on a une question de Patrick Légaré via Facebook qui nous demande, qui nous dit bonjour à toute l'équipe, félicitations pour votre podcast. Bonjour Est-ce que les Patrick. Colts, est-ce que les Colts auraient dû sacrifier un bon choix au repêchage en 2025 afin de repêcher un vrai corps arrière, comme il y a une demi en parenthèse Shedeur Sanders? Est-ce qu'on aurait dû sacrifier un haut choix pour repêcher un corps arrière cette année chez les Colts, Didier? Alors, est-ce que Patrick est en train de nous dire que lui, il aurait fait de Shedeur Sanders son carrière partant dès le repêchage, il l'aurait repêché? Imagine-toi la controverse là, que ça aurait créé si les Colts avaient repêché Shedeur Sanders. Écoute, sacrifier un choix au repêchage, on l'a déjà fait en repêchant Anthony Richardson. Tu sais, Richardson, ça avait été un choix du top 5, si je me souviens bien. On a parié gros là, sur Richardson, puis jusqu'à présent, on n'est vraiment pas en train de gagner notre pari. Alors, on va voir ce que ça va donner, comme je le disais tout à l'heure, lors du camp d'entraînement. Qui de Richardson et de Daniel Jones sera le carrière partant? D'après les rumeurs qui circulent du côté des vétérans des Colts, on souhaiterait que Daniel Jones soit le carrière partant. Mais pour répondre finalement à la question de Patrick, non, je crois pas que ça aurait été la bonne chose à faire. Là. Étant donné qu'on vient d'utiliser un choix tôt en première ronde pour repêcher Richardson, de lancer la serviette aussi rapidement, bien que je crois pas que Richardson va éventuellement devenir un bon carrière partant, mais ça aurait peut-être été trop tôt là, du côté d'Indianapolis. Ça a été notre choix, Richardson. On savait qu'il était un projet qui n'allait pas être prêt à jouer immédiatement. Alors, on ne peut pas lancer la serviette du côté de Chris Ballard après 2 saisons seulement. Là. Je crois que ça serait prématuré. Je pense un peu comme toi, ça aurait été comme un désaveu sur les décisions qu'on a prises de cela pas si longtemps que ça. Je pense que c'est ça. Il faut donner encore la chance aux coureurs. Puis ça aurait été aussi de montrer au monde, à la planète football, qu'on s'est trompé envers Anthony Richardson. Donc, moi aussi, je pense que ça n'aurait pas été une bonne affaire. Une question maintenant de Thomas Frignon, qui est sur Instagram. Est-ce que vous pensez que les Colts sont un sleeper, c'est-à-dire un prétendant aux éliminatoires qui passe sous le radar? Indianapolis a gagné quand même 8 matchs l'année dernière. Écoute, les Colts étaient dans la bagarre pour une place en éliminatoire jusqu'à très tard durant la saison. J'aurais tendance à dire que oui, qu'Indianapolis est une équipe qui est un sleeper. Parce que, je répète, il y a du talent à Indianapolis, OK? Chris Ballard a fait du bon boulot afin d'amener des joueurs talentueux. Le problème, c'est la position de carrière. Maintenant, si Richardson n'est pas la solution, est-ce que Daniel Jones peut jouer suffisamment bien pour permettre aux Colts de participer aux éliminatoires? Je peux voir un scénario où ça va être le cas. Parce que Daniel Jones n'a jamais réellement été bien entouré à New York. Puis, je suis pas un fan de Daniel Jones. Là. Je crois pas qu'il va devenir un carrière vedette là, maintenant qu'il joue pour les Colts d'Indianapolis. Mais
faut admettre là, qu'il est mieux entouré. Okay? Il fait partie d'une bien meilleure équipe que les formations qu'il avait à New York. Et on a changé de coordinateur en défense du côté d'Indianapolis. Ça, on avait vraiment besoin de le faire. Alors ouais, je peux voir un scénario où Indianapolis pourrait se qualifier en éliminatoire, là, peut-être aller chercher la 7e position du côté de l'américaine. Tu vois, moi, je pense que la qualification en éliminatoire ou potentielle des Colts passe par le titre de section. Je pense qu'il y a une section qui est prenable du côté du sud de l'association américaine, mais sans plus. Je ne les vois pas être dans les équipes repêchées. Donc, on devra se concentrer, sur mon avis, sur le titre de section. Je pense que les Texans ne sont pas assurés là, de terminer au premier rang. Je pense que les Colts pourraient surprendre, mais ça va passer par, justement, remporter notre section du côté des Colts. Est-ce qu'on passe maintenant au Ouais, Titan du c'est Tennessee? vraiment. Vas-y, Didier. Ouais, non. Ouais, non, mais j'allais dire, c'est faisable, c'est loin d'être impossible, surtout en raison de la section. La section est faible. Alors, pourquoi pas, là? Tu sais, c'est pas impossible. C'est pas une mission impossible pour les Colts. Écoute, Marc-André, côté fantasy, du côté des Colts Ah oui. d'Indianapolis, ça a l'air de quoi? Hein? Parce qu'on mise sur Jonathan Taylor, qui est un des bons porteurs de ballon de la NFL. Mais toutefois, il a raté des matchs lors des dernières saisons en raison de blessures. 16 lors des 3 derniers matchs, lors des 3 dernières saisons, pardon, c'est énorme en termes de fantasy. Mais lorsqu'il est sur le terrain, Didier, il est hyper productif. Porteur de ballon numéro 7 l'année dernière en termes de points fantasy par match. C'est un choix en ce moment de milieu de deuxième ronde, Jonathan Taylor. J'adore Jonathan Taylor en format standard, en milieu de deuxième ronde. Je pense que c'est un joueur explosif en format PPR, donc on obtient des points pour les attraper. C'est peut-être pas sa tasse de thé. Attraper des ballons, Jonathan Taylor, il est plus ou moins utilisé dans le jeu de passe. Mais oui, Jonathan Taylor en format standard, en format half PPR, là, en format moitié PPR, je pense que choix de deuxième ronde, j'embarque, je saute à pieds joints là-dessus là, sur Jonathan Taylor au niveau fantasy. Ouais, comme on disait tout à l'heure, les Colts sont une équipe qui a du talent. Josh Downs, c'en est un là, qui passe sur le radar, mais a vraiment connu une bonne saison pour Indianapolis l'année dernière. Il est hyper talentueux, Josh Downs. Le problème, c'est la position de carrière. Qui va lui lancer le ballon? C'est surtout ça l'affaire dans le cas de Josh Downs. Il y a un niveau de séparation élite. Les statistiques le prouvent, les statistiques avancées. C'est un des gars qui a un meilleur niveau de séparation avec les demi-défensifs adverses dans la NFL. Josh Downs, l'année dernière, entre la semaine numéro 4 et la semaine numéro 11, moyenne de 15,8 points par match en format PPR. Il est le receveur numéro 48 en ce moment, en fin de repêchage. Ça peut être une bonne affaire pour vous. Et les Colts ont arrêté leur sélection lors du repêchage sur l'ailier rapproché en première ronde. Sur l'ailier rapproché de Penn State, Tyler Warren, très polyvalent. On l'a utilisé à toutes les sauces du côté des Nittany Lions. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'être aussi productif du côté de la NFL? 14e show au total du côté des Colts l'année dernière. Le problème du côté des Colts, Didier, c'est que la position de les rapprocher, en fait, depuis quelques années, euh, elle est vraiment à négliger, ou en fait, on n'a pas vraiment de bons alliés rapprochés. Là. On se souvient que ça a été déjà une force à l'époque de Peyton Manning, mais bref, l'année dernière, Dallas 39 Clark. réceptions. Dallas Clark, Exactement. baby. Exactement. Les Colts, 39 réceptions par les ailiers rapprochés, c'est vraiment minime. Donc, on a repêché Tyler Warren. C'est pour lui donner un rôle dans l'attaque des Colts. Et c'est mon avis, Didier, là, lorsqu'on vient dans nos repêchages, essayer de tenter de repêcher un ailier rapproché, lorsque vous passez les Brock Bowers, les Trey McBride, les George Kittle, Hawkinson, peut-être même les 6 premiers, là, Kelsey, Laporta, à partir de ce moment-là, entre Jake Ferguson, Tucker Kraft, Mark Andrews, David Njoku, vous savez, ces ailiers rapprochés-là, vous savez quel genre de production il va vous donner, tandis que Tyler Warren, c'est l'inconnu. Il est talentueux. Je suis de type en ce moment à me dire, passer les 5-6 premiers ailiers rapprochés, pourquoi pas prendre une chance avec Tyler Warren et au pire, on le libère, ça ne fonctionne pas. Mais je pense qu'il est talentueux, je pense qu'il y aura un rôle. Puis c'est ça, tant qu'à avoir des joueurs comme des David Njoku qui vont être des bons alliés rapprochés, qui vont être des top 10, mais qu'on sait que parfois, il y a des semaines que ça sera décevant. Bref, Dallas Kincaid, Jake Ferguson, Dallas Goddard. Bref, je préfère Tyler Warren. Je prends une chance avec Tyler Warren de frapper le gros lot, de toucher le gros lot et à tout le moins de me réajuster par la suite. Je pense que Tyler Warren là, peut être une bonne affaire pour vous cette année.
Ah, j'aime ton raisonnement, j'aime ton raisonnement. Ça a du bon sens. En parlant d'anciens ailiers rapprochés des Colts d'Indianapolis, je regardais sur un des comptes sur Reddit que je suis de la NFL, puis ils ont mis des faits saillants d'un match de 1995 entre les 49ers de San Francisco et les Colts d'Indianapolis. Puis il y avait l'ailier rapproché Ken Dilger qui avait connu un gros match, plus de 100 verges par réception. Je pense qu'il avait inscrit deux touchés. Là. Ça, c'est il y a 30 ans. Là. Je remonte à loin avec ça, mais c'est juste drôle. Puis tu as parlé des anciens ailiers Mhm. rapprochés. C'est Jim Harbaugh qui était au poste de quart pour les Colts durant ce match-là pour dire comment ça fait longtemps. Là, mais ça me rappelait des souvenirs de voir ça. Bon, écoute, on va se tourner du côté des Titans du Tennessee maintenant. Les Titans qui avaient le tout premier choix du repêchage, ça veut dire qu'ils étaient simplement la pire équipe de la NFL l'année dernière. C'était pas facile. Et puis, ben, on a fait des changements de personnel du côté des Titans, ce qui est normal lorsqu'on termine avec la pire fiche de la NFL. Exactement, exactement. Je pense que du côté des Titans, là, c'est l'année de vérité pour Brian Callahan et le groupe d'entraîneurs des Titans du Tennessee. On a repêché Cam Ward au premier rang, mais là, c'est ça, on va regarder les arrivées. On a également, là, on a porté une attention particulière à notre ligne à l'attaque qui était vraiment exécrable l'année dernière du côté des Titans. Et dans les départs, on a parlé d'Harold Landry, là, qui est parti retrouver Mike Vrabel avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça va faire mal. Mais pour le reste, vraiment, on s'est concentré sur notre ligne à l'attaque du côté à protéger le Cam Ward, notre investissement cette année. Didier, je te lance d'entrée de jeu. On a une question également en ce sens de Marc-André sur YouTube, pas moi. Moi, je te l'aurais posé directement, je t'aurais texté ou je t'aurais appelé. Marc-André qui nous demande, est-ce que Cam Ward, on s'attend à quoi de lui la première saison, à sa première saison? C'est vraiment la grosse question. Didier, tu t'attends à quoi de Cam Ward à sa première saison? Moi, je pense qu'il va bien faire, Cam Ward. Je pense qu'on va assister une progression de la part de Cam Ward durant la saison. Comme tu l'as dit, on a mis l'emphase sur la ligne à l'attaque du côté des Titans du Tennessee durant la saison morte, et on devait faire ça, Marc-André. Parce que oui, Will Levis était pourri. Oui, Mason Rudolph, sa carrière réserviste, sans plus. Mais ils étaient pris d'assaut. Là. Il y a des matchs où constamment ils se faisaient frapper. On n'était pas en mesure de bien les protéger. Alors, si on veut donner une chance à Cam Ward de se développer, ben, on devait justement adresser notre ligne à l'attaque du côté des Titans du Tennessee. On l'a fait. Cam Ward a connu du succès partout où il est passé. À l'université de Washington State. Ensuite de ça, il est transféré avec les Hurricanes de Miami. Dès son arrivée, il est devenu le leader de l'équipe. Les Hurricanes ont passé bien près de participer aux éliminatoires. Ils n'avaient pas de défense. Ça, c'est pas la faute de Cam Ward. Mais Cam Ward, comme je l'ai dit, il a connu du succès partout. Puis je pense que ça va se poursuivre du côté de la NFL. Écoute, il est imposant physiquement. Il a un bon bras. Il est précis, c'est un joueur qui est très intelligent. On dit de lui que c'est un bourreau de travail. D'ailleurs, durant le mini-camp des Titans du Tennessee, on disait qu'il arrivait à 5 heures du matin et puis que même Brian Callahan devait lui dire de partir lorsqu'on était arrivé en soirée. Il disait, OK, t'en as assez fait pour aujourd'hui, va te reposer. Donc, il fallait pratiquement l'expulser du centre d'entraînement des Titans du Tennessee si tu n'as pas cette éthique, ce genre d'éthique de travail. Du côté de la NFL, en tant que carrière, tu n'as aucune chance de succès. Mais il semble que Cam Ward possède cette éthique de travail jumelée à son talent. Là, c'est à Brian Callahan à le développer. On a essayé d'améliorer la ligne à l'attaque, mais là, ça va être au coaching, à Brian Callahan, parce que j'ai toujours des doutes face à Brian Callahan en tant qu'entraîneur-chef. Depuis la sélection de Steve McNair, on monte en 1995 par l'organisation, Didier, on n'a vraiment pas Ah, frappé de c'est deux circuit à la fois position de commencé en carrière. 1995. Ouais. On n'a pas vraiment frappé de circuit chez les Titans à la position de carrière en première ronde. On se souvient depuis Vince Young, Jake Locker et Marcus Mariota. Donc, on espère que Cam Ward, là, ça va être notre coup de circuit qui va permettre vraiment de relancer cette concession-là. Et je voulais t'apporter un point également sur la ligne offensive. Là. La signature de Dan Moore là, au niveau de la ligne offensive, je pense elle est sous-estimée de la part des Titans du Tennessee parce que ça va permettre à JC Latham, qui était vraiment il n'était pas un bloqueur à gauche. On s'est rendu compte que c'était difficile la position de bloqueur à gauche dans la NFL. Ça va permettre à Latham de s'en aller comme bloqueur à droite, qui était sa position naturelle lorsqu'il évoluait à Alabama. On a également, ça, je pense que ça va améliorer l'efficacité de la ligne à l'attaque grandement et ça va aider Cam Ward.
Ouais, l'arrivée du vétéran de Kevin Zeitler, le garde, qui lui était anciennement avec les Lions de Détroit. Donc, comme on a dit, on a amélioré la ligne attaque, ça devait être la priorité, parce que tu veux pas avoir un jeune carrière qui est pris d'assaut semaine après semaine à la Caleb Williams l'année dernière avec les Bears de Chicago. Puis c'est ça empêche le développement de ton jeune quart. Et non seulement ça, pire que ça fait en sorte qu'il développe des mauvaises habitudes. Puis après ça, c'est très difficile de s'en débarrasser. Alors, je pense qu'on a fait la bonne chose du côté des Titans. Maintenant, la question est de savoir ce que le 5 partant du côté de la ligne à attaque va pouvoir jouer avec cohésion. Mais là, on va devoir attendre au début de la saison pour voir ça. Mais au moins, en théorie, on a fait la bonne chose du côté du Tennessee. Je veux parler en terminant en attaque des receveurs de passe. On a ajouté Tyler Lockett, le vétéran, pour donner une arme supplémentaire là, à Cam Ward. On a repêché le receveur canadien Elic Ayumanor également, qu'on dit qu'il pourrait peut-être avoir du temps de jeu. Exactement, avoir du temps de jeu rapidement chez les Titans. Et je vais t'amener sur une question qu'on a reçue également de Jean-Michel Desbiens via Facebook. Est-ce que le receveur Xavier Restrepo aura sa place dans la formation des Titans? Pour la petite histoire, Restrepo, c'était le receveur de passe de Cam Ward à l'Université de Miami. Il a eu de beaux flashs. C'est un receveur non repêché. Il y a eu de beaux flashs lors des minicamps. Mais on dit des bonnes choses de lui, mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir percer la formation, Didier, des Titans du Tennessee cette année? Ça reste à voir. Écoute, on va devoir voir les matchs préparatoires avant de pouvoir se prononcer. Donc, Jean-Michel, merci pour la question, mais c'est difficile de se prononcer parce que, écoute, réellement, Restrepo, bon, il a participé au mini-camp des Titans, mais nous, on l'a pas vu. Alors, on va devoir le voir là d'abord durant les matchs préparatoires. Du moins, moi, j'ai besoin de le voir pour avoir mon opinion. Mais une chose, c'est que c'est Cam Ward qui a suggéré aux Titans de le mettre sous contrat. Puisqu'immédiatement, dès que le repêchage s'est terminé, Cam Ward leur a dit, il a dit, écoutez, j'ai confiance en lui, on a joué ensemble à l'Université de Miami, il faudrait le mettre sous contrat. Puis les Titans ont regardé les vidéos de Restrepo, puis ils se sont dit, sais-tu quoi? Ouais, c'est vrai, il a un certain talent. Ils l'ont amené. Et puis Restrepo, il semblait qu'il a fait belle figure durant le mini-camp des Titans du Tennessee. Alors, il a une chance de se tailler une place au sein de la formation. La question est de savoir est-ce qu'il pourra le faire. Si on parle rapidement de la défense, là, qui était quand même la signature de Mike Vrabel pendant tant d'années avec les Titans du Tennessee, ça a été vraiment exécrable l'année dernière, pitoyable. 30e pour les points alloués dans la NFL. On a parlé de la perte d'Harold Landry qui a obtenu 9 sacs l'année dernière. C'était bon pour le premier rang chez les Titans. La ligne défensive, on a des atouts Didier en défense. J'aimerais t'entendre sur la ligne défensive. Jeffrey Simmons, c'est probablement l'un des meilleurs à sa position. Devondre Sweat également qui excelle contre la course. On a des éléments en défense, Didier. Reste à savoir maintenant si le reste, la tertiaire, les secondaires peuvent livrer la marchandise. Ouais, ben c'est ça le problème, hein? Ce sont les autres positions, parce que comme tu l'as dit, au niveau de la ligne défensive, Jeffrey Simmons, c'est un des meilleurs plaqueurs, des meilleurs joueurs de ligne défensive de toute la NFL. Mais après la ligne défensive, il y a un manque de talent là, défensivement du côté des Titans du Tennessee. Puis je pense que ça va vraiment paraître durant la saison. Écoute, on a terminé au dernier rang de la NFL. Là. Il y a une raison pour ça. On ne peut pas refaire l'équipe au complet durant une saison morte. On s'est concentré afin d'essayer de bien protéger notre jeune carrière qu'on a repêché au tout premier rang du repêchage. Puis là, éventuellement, l'année prochaine, peut-être qu'on va adresser l'unité défensive, mais ça va être difficile d'arrêter les attaques adverses du côté du Tennessee parce que c'est ça, mis à part la ligne défensive, il y a vraiment des trous là, du côté de cette défense-là. Exactement. Et la signature de Darius Sneed, qui était tout simplement une signature. Ça a été un fiasco. C'était une catastrophe. L'année dernière, le Darius Sneed, il était à 3 matchs l'an dernier, puis c'était selon le site PFF là, pour les néophytes là, qui classe les demi de points et tout en défense. Ça a été l'un des pires demi de points l'année dernière, Darius Sneed. Donc, ça peut juste aller en augmentant la défense, la tertiaire, vraiment. Mais elle a besoin d'aide, encore une fois, la tertiaire des Titans cette année. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais écoute, je veux juste en revenir à Brian Callahan. J'ai touché un peu tout à l'heure. L'année dernière, c'était sa première saison à titre d'entraîneur-chef. Il a présenté un dossier de 3 victoires et 14 défaites.
Mais tu sais, on l'avait embauché pour développer Will Levis. OK? Puis moi, j'ai jamais été un fan de Will Levis. On en avait parlé, toi et moi, lors du repêchage il y a 2 ans. Euh, mais quand même, on n'a pas vu d'amélioration de la part de Levis. Je vais donner le bénéfice du doute parce que c'est Levis avec sa mauvaise prise de décision puis son style de jeu. Mais Brian Callahan, il doit prouver. Là, Cam Ward, il est assez talentueux pour devenir un des bons quarts dans la NFL. Au pire scénario, Cam Ward va être un carrière solide s'il ne devient pas une super vedette à la position de carrière. Mais c'est à Brian Callahan de le développer. C'est à Brian Callahan de faire preuve de leadership. C'est après des défaites des Titans, je le voyais frustré lorsqu'il s'adressait aux médias. Je ne sais pas s'il est tout le temps comme ça, mais il ne gênait pas là, pour lancer des joueurs sous l'autobus. Tu peux pas faire ça continuellement. Alors, j'espère qu'il va avoir gagné en maturité. Je sais que c'est pas facile. C'était sa première année. Seulement 3 victoires à titre d'entraîneur-chef. Mais Brian Callahan va être à surveiller. Parce qu'encore une fois, pour moi, Cam Ward a tous les éléments afin de devenir un bon carrière du côté de la NFL. C'est à Callahan à nous prouver qu'il est capable de le développer. Chose certaine, Didier, ça peut pas être pire qu'avec Will Levis l'année dernière. C'est sûr. Non, Cam Ward va prendre des meilleures décisions, ça je te le garantis. Il ne va pas lancer le ballon, le ballon à l'aveuglette comme Levis se faisait ou l'échapper. Souviens-toi, il y avait un certain moment au début de saison, à chaque semaine, il y avait un nouveau meme qui sortait avec Will Levis puis ses réactions après ses revirements. Il n'y aura pas ça cette année, ça je peux te le garantir avec Cam Ward. Et le total de points, le total de victoire, pardon, est à 5,5 points du côté des Titans du Tennessee. Didier, est-ce que selon toi, on va atteindre le plateau des 6 victoires cette année ou non? Je veux dire que non. Je veux dire que non. 5 victoires pour les Titans, ça serait quand même 2 de plus que l'année dernière. Je pense que Tennessee va être plus compétitif que l'année dernière, mais la défense, moi c'est la défense qui m'inquiète un peu là, du côté du Tennessee, là, mais en attaque, ça devrait être mieux, parce qu'on le voit ici à l'écran, la saison dernière, les quarts des Titans ont lancé 22 passes de toucher contre 21 interceptions. Là. Quel mauvais ratio. Donc, je pense que ça va être mieux avec Cam Ward. Il semble qu'il développe déjà une chimie avec son receveur numéro 1, Calvin Ridley. Ridley avait des bons mots à dire à l'endroit de Cam Ward. Quand les vétérans parlent de cette façon-là, de jeunes joueurs, moi, je porte attention à ça. Ça me fait penser à l'année dernière, Zach Ertz. Zach Ertz, dès le camp d'entraînement, là, il avait dit, Jaden, on lui avait posé la question, je me souviens bien, est-ce que tu crois que Jaden Daniels va être un bon carrière? Puis il avait répondu, non, Jaden Daniels est déjà un bon carrière. Ça, c'est durant le camp d'entraînement, puis tout ce qu'il a fait, c'est de connaître la meilleure saison recrue d'un carrière dans toute l'histoire de la NFL. Je dis pas que c'est ça qui va arriver avec Cam Ward, mais le fait que Calvin Ridley a déjà de très bons commentaires à son endroit, je crois que ça augure bien pour le tout premier choix du dernier repêchage. On a sauté une question, Marc-André. Ouais, non, mais je m'en allais là. Simon. Oui, ok, parfait. Ben, regarde, je vais te laisser y aller. Parce que moi, je voulais dire, écoute, si vous voulez mon avis, moi aussi, je pense que ce sera moins du côté du total de victoire des Titans Excuse-moi, cette je ne l'ai année. pas demandé, ben oui. Puis ça m'amenait à la question de Simon Belz 6 sur Instagram qui nous demande est-ce que tu crois que les Titans pourraient surprendre, se qualifier pour les éliminatoires? J'imagine que si tu leur donnes moins de 6 victoires, j'imagine que la réponse est non. Ouais, non, ben c'est ça, c'est non, hein. C'est non, je crois pas. Écoute, c'est pas une équipe qu'on peut reconstruire en un an, en particulier à cause de la défense. Je crois là qu'on va accorder beaucoup de points du côté du Tennessee, à moins que je me trompe. Ben non, je crois pas que les Titans vont brouiller les cartes et à des aspirants aux éliminatoires. On est encore loin de ça, mais la sélection de Cam Ward, je pense, c'est un pas dans la bonne direction, toutefois. Effectivement. Moi aussi, je suis de ton avis. Allez. Bon, ben écoute, on va se tourner du côté Fantasy Football pour les Titans du Tennessee. L'année dernière, ouf, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des Titans. Ben, Tony Pollard, qui a quand même connu une bonne saison. On n'a pas un mauvais duo de porteurs de ballon dans le champ arrière du côté du Tennessee, puis je pense qu'on va en avoir besoin. Mais si on parle Fantasy Football, on doit commencer avec le carrière Cam Ward. Je pense que la perspective de Cam Ward, c'est un sujet intéressant au niveau fantasy. Tu en as parlé tout à l'heure là, de son dévouement à la tâche, le premier arrivé, le dernier parti. On avait vraiment le même. C'était un peu ce qu'on disait de Jaden Daniels l'année dernière là, chez les Commanders, mais je pense que l'impact de Cam Ward à l'an 1, ce ne sera pas le même impact percutant que Jaden Daniels. Je pense qu'on a affaire ici à deux corps bien différents. Je pense que son impact va être négligeable à l'an 1.
Cam Ward, je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux pour autant. 39 passes de toucher, 7 interceptions, 4 touchés au sol à sa dernière saison avec l'Université de Miami, 67% de passes complétées. Puis il y a des intangibles là, dans le cas de Cam Ward. C'est un gagnant sur le terrain. Je me questionne encore. Je sais qu'on a fait des ajouts, des changements sur la ligne à l'attaque. Je me questionne si elle sera encore... si elle va être bonne en 2025 également. Donc ça pourrait jouer sur les performances de Cam Ward. Pour l'instant, Cam Ward, je pense pas que ce sera une valeur fantasy, du moins pas à l'an 1. Évidemment, si vous avez des pools de type dynastie ou de pool keeper, que vous gardez des joueurs, alors là, je pense que Cam Ward peut être un ajout intéressant, mais pensez pas là, que Cam Ward va enflammer vraiment le monde fantasy à sa première saison comme Jayden Daniels l'a fait l'année dernière. Ouais, Jayden Daniels, c'est historique la saison qu'il a eue. Mm-hmm. C'était l'exception. Maintenant, Tony Pollard, j'ai mentionné son nom tout à l'heure. Alors, est-ce que tu crois qu'il va être aussi productif que l'année dernière en termes de fantasy? J'ai mes réserves, Didier. L'année dernière, il a terminé comme porteur de ballon numéro 22 l'année dernière. Il est le porteur de ballon numéro 28 en ce moment au niveau fantasy. On peut peut-être penser qu'il est terminé au 22e rang. C'est pas si pire derrière une ligne à l'attaque qui était médiocre l'année dernière, sauf que je me questionne encore là, comme je l'ai mentionné, la ligne à l'attaque va être vraiment meilleure cette année. Et il ne faut pas oublier aussi la présence de Tyjae Spears, qu'on a vu en fin de saison, Didier. Il a obtenu plus de 20 points fantasy par match lors des semaines 15 à 17 lorsqu'on lui a remis davantage le ballon. On parle ici de 20 opportunités par match. La perspective d'avoir Tyjae Spears comme 1A, 1B là, pour Tony Pollard, j'aime pas vraiment ça au niveau fantasy. Tony Pollard, je pense que c'est un joueur explosif par moment, mais avec justement Tyjae Spears dans le portrait, je vais passer là, probablement sur Tony Pollard cette année au niveau fantasy. C'est pas une bonne chose au niveau fantasy, mais c'est une bonne chose au niveau du vrai football, surtout avec un jeune carrière, lorsqu'on mise sur deux porteurs de ballon qui peuvent être productifs. Maintenant, Calvin Ridley, j'en ai parlé tout à l'heure, il avait de bons mots à l'endroit de Cam Ward. Est-ce que tu penses que ça veut dire que Ridley va être productif en termes de fantasy football? Il a été l'année dernière, malgré le fait qu'il avait Mason Rudolph et Will Levis qui lui lançaient le ballon. J'adore ce stats-là pour décrire Calvin Ridley, ou du moins sa saison 2024. Plus de 1000 verges. Il a été ciblé 120 fois, Didier, par Will Levis ou Mason Rudolph. Il a capté seulement 64 ballons, mais 70 seulement étaient attrapables sur les 120 dirigés vers lui. Écoute, l'argument pour Calvin Ridley cette année, c'est que la situation au poste de corps est vraiment améliorée du côté des Titans. Je pense pas que Cam Ward va... Je pense que Cam Ward est une nette amélioration à la position de quart, donc également, ça devrait aider Calvin Ridley. Il est le receveur numéro 28 en ce moment. J'aime sa valeur au niveau fantasy en ce moment. Par contre, je ne suis pas convaincu que ce sera justement une attaque qui va enflammer nécessairement. Donc, ça demeure le receveur incontesté de cette attaque-là. Je veux dire, dans les rondes 6-7, là, si vous cherchez un receveur numéro 1 qui va avoir l'attention, qui va avoir des ballons, Calvin Ridley peut assurément être votre homme. Ouais, écoute, c'est un receveur numéro 1 pour une jeune carrière comme Cam Ward. Je suis pas mal certain qu'il va le cibler énormément. En tout cas, moi, Ridley, Fantasy Football, je m'attends à une très bonne saison de sa part. Puis les passes, comme tu as dit, seront beaucoup plus précises qu'elles l'ont été la saison dernière en 2024. Ben écoute, il nous reste seulement une équipe au sein de la section sud de l'Américaine. Ce sont les champions en titre de cette division, les Texans de Houston. Ils sont encore une fois les grands favoris afin de terminer au premier rang de cette division pour une deuxième année consécutive. Et puis, il y a eu des changements de personnel du côté des Texans, Marc-André, durant la saison morte, en particulier au niveau de la ligne à l'attaque. Exactement. On voit que Laramie Tunsil a été échangé aux Commanders de Washington. Ça a surpris tout le monde. En fait, la ligne à l'attaque était historiquement mauvaise l'année dernière du côté des Texans. Puis on a décidé de vraiment de faire peau neuve encore une fois. Je pense que ça aussi, c'est un thème là, dans cette division-là. On a essayé d'améliorer la ligne à l'attaque, mais ma question, oui, est-ce qu'on l'a vraiment amélioré? Parce que l'année dernière, ça a été vraiment difficile là, pour CJ Stroud. Derrière cette ligne à l'attaque-là, 235 pressions sur CJ Stroud, c'est le plus haut total dans la NFL. Vraiment, la ligne à l'attaque, la ligne offensive du côté des Texans, on s'est dit, on s'essuie puis on recommence. Mais est-ce que c'est suffisant, Didier?
Ben, c'est la question que je me pose, parce que ça, c'est la chose numéro un qu'il fallait améliorer du côté des Texans de Houston, cette ligne à l'attaque-là. Mais avec tous les changements qu'on a faits, est-ce qu'elle est meilleure que celle de l'année dernière? C'est ça la question. Il y a plusieurs noms. On a ajouté plusieurs joueurs, mais ce sont juste des noms. Là. Quand tu regardes ça, OK, Cam Robinson, OK, c'est bien beau, mais Robinson, il s'est promené, il a été décevant depuis le début de sa carrière, a joué à Jacksonville, après ça avec les Vikings l'année dernière. Tu sais, c'est ça. Donc, je suis pas convaincu que la ligne à l'attaque des Texans de Houston, elle est améliorée. Du moins, lorsqu'on regarde ça de façon individuelle, les joueurs qu'on a, est-ce qu'on peut trouver un bon 5 partant qui va jouer avec cohésion? Parce que ça, c'est tellement important au niveau de la ligne à l'attaque, hein, de bien communiquer. Peut-être que oui, mais au moment là où on enregistre ce podcast, on est quoi, le 21 juillet, lundi matin? Pour moi, la ligne à attaque des Texans, c'est un gros point d'interrogation, peut-être un Ben des oui. plus gros points d'interrogation au sein de la division au complet. On se souvient même à un moment, là, durant l'entre-saison, on se demandait si les Texans allaient avoir un plan, allaient avoir des joueurs de ligne à l'attaque. On se demandait même s'ils allaient t'appeler. Clairement qu'on ne savait pas trop c'était quoi le plan au niveau de la ligne à l'attaque du côté M'appelle-moi! des Texans. Qu'est-ce que je fasse pour eux? Qu'est-ce que je fasse pour eux? Non, non, S'ils mais mon point. m'appellent, Bref. Mais on a reçu une question je peux également. pas les aider. Le cas de CJ Stroud est un cas intéressant. Didier, on a reçu une question de Emmanuel via courriel qui se demande si CJ Stroud peut rebondir après une deuxième saison moins éclatante. Et encore là, je pense que pour CJ Stroud, pour connaître du succès, on rattache ça à la ligne à l'attaque là, qui devra être meilleure. Tu as parlé de Ouais. Cam Robinson. On a investi un choix de deuxième ronde aussi à Aaron T. Ursary, qui est un colosse là, de 6 pieds 6, 331 livres du côté des Texans. Alors, tu vois, Mais lui, encore il là, peut aider la ligne à attaque plus que moi. mais mon point, c'est que tout part de ligne à l'attaque. Joe Mixon, l'attaque au sol, les performances de CJ Stroud, parce que c'est quand même au niveau statistique, là, c'est près de 400 verges de moins par la passe CJ Stroud l'année dernière comparativement à sa saison recrue. 3 passes de toucher de moins et surtout, c'est 12 revirements en 2024 contre seulement 5 en Hmm. 2023. C'est là vraiment qu'il y a eu une différence. Ouais, ben, pour répondre à la question, oui, je crois que Stroud peut rebondir, mais comme tu l'as si bien dit, ça a commencé tout d'abord avec la protection, avec la ligne à l'attaque. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on est allé d'un changement de coordinateur en attaque là, du côté des Texans de Houston. Parce qu'une chose qu'on reprochait à Slowick, l'ancien coordinateur offensif, c'est que son attaque était trop prévisible. C'était sa deuxième année à titre de coordinateur en attaque du côté des Titans, j'allais dire, des Texans. Ça avait bien été en 2023, souviens-toi, lors de la saison recrue de CJ Stroud. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas amélioré son attaque durant la saison morte. Et c'était rendu très prévisible. Les défenses adverses ont connu du Ah, c'est succès contre s'adapter. l'attaque des Texans. Oui, c'est ça, à s'adapter, voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, après la saison, après l'élimination des Texans, ben, DeMeco Ryans a congédié son coordinateur à l'attaque et il l'a remplacé. Alors, avec un nouveau coordinateur, on espère qu'il sera en mesure de s'ajuster, d'apporter des ajustements. Je crois que Stroud devrait rebondir, mais si la ligne à l'attaque n'est pas en mesure de protéger, si cette nouvelle ligne à l'attaque-là est aussi, offre le même genre de performance que la ligne à l'attaque de l'année dernière, ben, peut-être que justement, on n'assistera pas nécessairement à un rebondissement, à une amélioration de la part de CJ Stroud. Mais il ne faut pas oublier que les Texans, Marc-André, ils ont livré toute une bataille là, aux Chiefs, au Arrowhead Stadium, l'hiver dernier, en éliminatoire, là, et ils auraient pu gagner ce match-là. Donc, les Texans sont une bonne équipe, mais la ligne à attaque, encore une fois, on n'arrête pas de se répéter. Tout va partir de là pour moi pour l'édition 2025 de Houston. Le nouveau coordinateur à l'attaque, c'est Nick Cayley, qui a travaillé sous Sean McVay avec les Rams et sous Bill Belichick avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre également. Hmm. Donc ça reste à voir. J'aimerais peut-être t'entendre sur la signature de Nick Chubb, Didier, avec les Texans de Houston. Est-ce qu'il en reste dans le réservoir à Nick Chubb? Et est-ce qu'il peut être vraiment... il peut venir jouer dans les plates-bandes de Joe Mixon ou c'est simplement un complément au porteur de ballon étoile? Ben, on vient de se vieillir à la position de porteur de ballon, là. Déjà que Joe Mixon, moi j'ai été surpris de la saison qu'il a connue parce que lorsqu'il a quitté les Bengals de Cincinnati, il semblait être en perte de vitesse. Mais Nick Chubb, écoute, je pense pas qu'il reste grand-chose. Parce que sinon, il y a une équipe qui aurait signé Nick Chubb beaucoup plus tôt que lorsqu'il a signé avec les Texans de Houston. Moi, je serais pas surpris si Nick Chubb même se fait libérer à la fin du camp d'entraînement.
Il a subi 2 graves blessures au genou. Une blessure lorsqu'il portait les couleurs des Browns. Il en avait subi une autre lorsqu'il jouait pour les Bulldogs de l'Université de Georgia. Le fait qu'ils soit en mesure toujours de poursuivre sa carrière, juste ça, c'est tout à fait phénoménal. Il a été tout un porteur de ballon, mais on le voyait l'année dernière, là, il n'était pas aussi explosif. Hein. Ses mouvements n'étaient pas aussi fluides, ses mouvements latéraux, lorsqu'il courait avec le ballon du côté des Browns. Alors non, je ne m'attends pas à ce que Chubb ait un impact. Même comme je te dis, on va voir s'il sera en mesure même de faire partie de la formation de Houston une fois que la saison régulière va commencer. Côté des Texans, on a repêché un porteur de ballon, Woody Marks. C'est un nom à retenir simplement, là, même au niveau fantasy en 4e ronde. C'est un gars qui excellait contre la passe dans les rangs universitaires. Donc ça reste à voir. Et peut-être parler un peu des receveurs. Nico Collins, on a ajouté Christian Kirk durant l'entre-saison. Et 2 receveurs, 2 coéquipiers de Iowa, Jaden Higgins et de Iowa State. Iowa, je sais jamais, j'oublie tout le temps. Ouais, Iowa State, ouais. Jaden Higgins et Jaden... Les Cyclones. Ouais. Exact. Jaden Higgins et Jaden Noel. Hey, mon écran s'est fermé, Didier, t'aurais dû me voir capoter en train de parler. Ça vient de rouvrir. Excusez, mais oui, j'étais un peu sur le choc. Désolé. OK. Bon, au moins, c'est pas, ben oui, au moins, c'est pas une panne receveurs. d'électricité que tu as eu chez toi. Là, on t'a pas perdu complètement. Là. Bref, on a remplacé Stephon Diggs et malheureusement Tank Dell par d'autres receveurs de passe. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner là, dans l'attaque des Texans cette année. Ouais, ben il fallait, on avait un besoin à la position de receveur. Comme tu viens de le dire, oui, on met sur Nico Collins, Stephen Diggs n'est plus là, il avait subi une grave blessure en genou l'année dernière. Et Tank Dell, ben, de ce qu'on dit, on ne pourra pas miser sur lui cette année, il subit une grave blessure en genou vers la fin de la saison l'année dernière. Alors, c'est rare qu'une équipe repêche 2 receveurs de passe de la même école, mais c'est ce que les Texans ont fait en Jaden Higgins et Jalen Noel, mais ils ont des styles différents. Hein. Higgins est plus gros, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, mais ses mouvements sont quand même fluides pour un receveur de passe et il va être inséré au sein de la formation partante immédiatement, là, à l'opposé de Nico Collins. On fonde de gros espoirs sur Higgins. Noel, lui, est plus petit, plus vif, puis lui aussi, il devrait être utilisé. Là, on a repêché ces 2 joueurs-là, Marc-André, pour qu'ils jouent dès cette année parce qu'on a besoin d'aide immédiate du côté de l'attaque des Texans de Houston à la position de receveur de passe. Alors, on ne s'est pas rabattu sur le marché des joueurs autonomes. On est allé avec le repêchage. Alors, ça va être aux entraîneurs là, du côté de Houston de développer ces 2 talentueux receveurs de passe. Et en défense, là, on parle, Didier. Les Texans de Houston ont le potentiel d'être l'une des meilleures défenses de la NFL en 2025. À commencer par la tertiaire, ben, en fait, on peut commencer par la ligne défensive. Will Anderson et Daniel Hunter, selon moi, l'un des meilleurs duos de chasseurs de corps là, dans la NFL. On a le potentiel d'avoir une défense dans le top 5 de la NFL là, cette année, du côté de Houston. En raison du talent qu'on a du côté de l'unité défensive, il ne faut pas oublier que c'est DeMeco Ryans qui est l'entraîneur-chef, qui est tout un cerveau de football en défense, anciennement coordonnateur de l'unité défensive des 49ers de San Francisco. Écoute, l'année dernière, bon, on a accordé 21,9 points par rencontre. Ça pourrait même baisser là, ça, là, au cours de la prochaine saison parce qu'on a du talent, Marc-André, aux 3 niveaux. Tu as parlé des chasseurs de corps. M'ont mis sur Derek Stingley, qui est potentiellement des 3 meilleurs demi-coins de la NFL, 3-4 meilleurs demi-coins à sa position. On a du talent partout. On est bien coaché, bien dirigé en plus défensivement. Puis on avait fait la vie dure à Patrick Mahomes lors du match éliminatoire, si je me souviens bien. Du moment là, que tu es en mesure d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses, juste avec ta ligne défensive, ça là, c'est la meilleure défense que tu peux pas avoir. Puis on a ça du côté des Texans de Houston. Alors, écoute, du côté de l'attaque, j'ai mes réserves en raison de la ligne à l'attaque, mais du côté de l'unité défensive, en raison de la ligne défensive, principalement, je crois qu'on va vraiment avoir une des meilleures unités de la NFL. Ajoute à Stingley, Kamari Lassiter, Kellen Bullock. On a ajouté également le vétéran CJ Garner-Johnson. Vraiment, c'est vraiment un beau noyau là, qu'on a en défense du côté des Texans de Houston. Ouais. On a reçu une question de Samuel Velt via YouTube qui nous demande, d'abord, qui nous dit bonjour, j'écoute le podcast depuis le tout début. Merci beaucoup pour cette belle émission. Merci Samuel. Je suis un grand fan des Texans de Houston depuis l'époque d'Arian Foster, le petit salut japonais
Arian Foster lorsqu'il marquait les Ouais, touchés ouais, ouais. dans la zone des buts. Je voulais savoir si vous pensez que les Texans ont des chances de se rendre loin en éliminatoire cette année. Merci beaucoup. Alors, Joueur non repêché, Arian Foster, hein, si je me souviens bien, en plus. Hein. Là. Ouais, voilà, son petit salut qu'il faisait après chaque touché. Ben ouais. Je exact. l'aimais. Il était tellement fluide, Foster, quand il courait. Tu sais, en tout cas, moi, je l'aimais Ah, bien, Arian moi Foster. j'ai gagné des ligues fantasy avec Arian Foster pendant quelques années. Ah oui? Vraiment, là, ça a été un. Écoute, dans mon temple, la renommée de mes joueurs qui m'ont aidé, Arian Foster est là, Adrian Peterson, Drew Brees. C'est des gars qui m'ont aidé à faire des sous là, au niveau fantasy. Ouais, puis c'est même un bon receveur en sortant de champ arrière. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qu'il ne pouvait pas faire, Arian Foster. Il y a David une période, quoi, Johnson. peut-être de 3-4 ans. David Johnson, ça a été quoi, l'histoire d'une saison? Une grosse Peut-être saison avec deux. l'Arizona. Ouais, une, Ouais. deux, pas plus que deux, en tout cas. Non. Ça, je me souviens de ça. Non. Ouais. Mais finalement, la question, c'est quoi, ouais, pendant... On Oui. est parti sur un coup de nostalgie, là, ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, il veut savoir si les Texans ont des chances de se rendre loin en éliminatoire cette année. Bon, ben, merci pour votre question. Euh, Regarde, je le répète, c'est la ligne à l'attaque. Parce qu'il n'y a rien qui déstabilise une équipe de football rapidement, Marc-André, qu'une mauvaise ligne à l'attaque. Tu sais, ça déstabilise l'attaque au complet. Le résultat, la défense doit passer plus de temps sur le terrain, cette défense qui est très talentueuse. Tu vois, donc ça fait boule de neige. Donc, je vais garder mes réserves. Mais oui, si la ligne à l'attaque peut mieux jouer que l'ancienne ligne à l'attaque, celle de l'année dernière, il n'y a aucun doute que les Texans peuvent faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Parce que malgré leur mauvaise ligne à l'attaque l'année dernière, ils sont allés au Arrowhead Stadium, un des stades les plus bruyants de la NFL, contre les Chiefs. Ils ont tenu tête à Kansas City. Le match a été serré. Alors oui, je crois qu'on peut le faire du côté des Texans, faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Mais encore une fois, on va devoir bien protéger notre jeune carrière, notre talentueux jeune carrière en CJ Stroud. Maintenant, Puis, portrait fantasy du côté... Oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque je chose? vais dire que j'étais entièrement d'accord avec toi et que leur total de victoires, si on regarde, est à 9,5 victoires pour Hmm. la saison Ah oui, ben on a 2025. oublié de faire Didier, l'over-under, oui. hey, on est là l'un pour l'autre. C'est tellement beau notre chimie. Oui, à 9,5 du côté des Texans de Houston, Didier, est-ce que tu penses qu'ils vont franchir? Est-ce qu'ils vont avoir, comme on dit en anglais, le double digit en termes de victoires? Là? Est-ce qu'on va atteindre le plateau des 10 victoires du côté des Texans de Houston cette saison? Je vais dire que oui, Marc-André. Je vais dire que oui. Je vais faire confiance à D'Amico Ryans. Je vais me croiser les doigts que la ligne à attaque est améliorée. Parce que si cette ligne à attaque-là, elle est améliorée, je vois pas comment on peut pas gagner 10 matchs. Tu sais, on a adressé nos besoins lors du repêchage, la position de receveur de passe avec Higgins et Noel, on vient d'en parler. La défense devrait être très bonne. On a du talent partout défensivement. CJ Stroud, il est talentueux. L'année dernière, il s'est fait tabasser derrière la mauvaise ligne à l'attaque. Donc, je vais choisir plus en me croisant les doigts pour la ligne offensive. Toi, de ton côté? Moi aussi, je pense que 10 victoires, c'est facilement atteignable. Surtout dans cette division-là, si on prend pour acquis qu'on va affronter deux fois les Colts, les Jaguars et les Titans, ça Hmm. devrait nous aider à obtenir un haut total de victoires, là, c'est mon avis. Allez, bon, ben, on s'entend là-dessus. Alors, on va voir si on aura les deux raisons ou si on aura tort ensemble. Maintenant, du côté fantasy football, là, du côté des Texans de Houston, ça commence bien sûr par CJ Stroud. Est-ce qu'il pourrait être plus productif que l'année dernière? Ben, c'est la grande question. Au niveau fantasy, j'ai bien hâte de voir parce que ça n'a pas été de tout repos pour CJ Stroud. En fait, il a déçu ses propriétaires fantasy, assurément. Moyenne de 13 points par match seulement. C'était bon pour le 28e rang à la position de carrière. Écoute, c'est pas mêlant. Il a obtenu moins de points fantasy par match que Daniel Jones, à mon avis, l'année dernière. Wow! CJ Stroud, alors ça, c'est quand même assez pitoyable. Moins de 15 points par match à ses 11 derniers matchs également. La fin de saison pour CJ Stroud, pour ceux, ça a été un boulet là, pour ses propriétaires fantasy en fin de saison et en éliminatoire. On se dit, c'est sûr que ça ne peut pas être pire, que la ligne à l'attaque a été revampée. On a ajouté également des armes à sa disposition. Mais reste à voir si CJ Stroud peut maintenant redevenir le corps qu'il était à sa saison recrue. Moi, je suis encore un peu mitigé. Tout va passer par la ligne à attaque, encore une fois. Je pense pas qu'elle est si améliorée que ça non plus, Didier. Donc, j'ai mes réserves encore une fois cette année pour CJ Stroud. Je pense pas que c'est un cas arrière que vous allez repêcher
pour être un corps arrière partant d'une formation fantasy qui est gagnante là, dans une ligue à 12 équipes, disons même à 14 équipes en 2020. Maintenant, Joe Mixon, comme je le disais tout à l'heure, moi personnellement, il m'a surpris l'année dernière avec la belle saison qu'il a eue du côté des Texans de Houston. Là, il est 1 an plus vieux. Est-ce que ça va se poursuivre du côté de Mixon? La réalité, c'est qu'il vieillit, Joe Mixon. T'en parles. L'année dernière, ça a vraiment été une saison en 2 temps. Il a obtenu plus de 100 verges au sol dans 5 de ses 6 premiers matchs, mais moins de 60 verges au sol dans 6 de ses 8 derniers. Il était également Ah, moins voilà. explosif la saison dernière également. 38e pour les plaqués ratés forcés dans la NFL. 29e seulement pour les verges après contact. C'est vraiment pas... Ça nous prouve, disons, que l'âge commence à rattraper Joe Mixon. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 18. En ce moment, au niveau fantasy, je trouve que c'est un plancher honnête, mais je pense qu'on peut viser plus haut au niveau fantasy à ce rang-là. Là, on parle ici d'un choix de 4e ronde, là, assurément. 4e, voire 5e ronde. Je pense qu'on peut viser plus haut que Joe Mixon. Mais oui, faut pas oublier qu'il ralentit Joe Mixon et les statistiques le prouvent en ce moment. Là. Ouais, ça fait mal, tu sais, quand tu repêches un porteur de ballon qui a un gros nom, qui a été productif durant sa carrière, mais tu le repêches l'année où justement là, sa production descend, où tout le kilométrage le rattrape. Donc c'est ça qui me fait peur du côté de Joe Mixon. Est-ce que la saison 2025, ça va être cette année-là? Maintenant, Nico Collins, il a le potentiel pour être une super vedette s'il peut rester en santé. Comment, là, dans ta boule de cristal, là, tu vois la saison 2025 pour Collins? Je pense que si Nico Collins, j'arrive en 2e ronde et il est disponible à mon rang de sélection, ça va être le receveur que je vais viser. J'adore Nico Collins en 2025. Je pense juste qu'il faut qu'il demeure sur le terrain. Il y a eu quelques petits bobos au cours de sa carrière jusqu'ici. L'année passée, en 2024, receveur numéro 6 au niveau fantasy pour les points par match, Nico Collins. 1006 verges, mais en seulement 12 matchs. Imagine s'il avait joué 5 matchs de plus, ça aurait été vraiment spectaculaire. Il aurait pu atteindre des nouveaux sommets, là, Nico Collins. C'est vraiment la cible de prédilection de CJ Stroud cette année. Et j'irais même plus loin. Là. Je dis, si Nico Collins joue 17 matchs cette saison, c'est le genre de receveur qui a un potentiel de devenir le receveur, de chauffer les Jamar Chase, les Justin Jefferson, les CeeDee Lamb de ce match, de ce monde. S'il demeure en santé, je pense que Nico Collins est si talentueux que ça. Il pourrait justement là, intégrer le top 5 à la position de receveur de passe assez facile. Ouais, c'en a un autre, ça, Nico Collins, qui est imposant physiquement pour un receveur de passe. Tu sais, pour en revenir à ce que je disais à propos de Travis Hunter, Collins est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL, mais lui aussi, là, tu sais, il mesure quoi? Plus de 6 pieds 2 pouces, 6 pieds 3, si je ne me trompe pas. Bref, on va voir ce que ça va donner dans le cas du joueur recru des Jaguars de Jacksonville. Ben écoute, on va jeter un coup d'œil à notre classement de puissance, à notre power ranking de la section sud de l'association américaine avant de se quitter. Et sans surprise, j'ai mis les Texans de Houston au premier rang. Pour moi, ils sont l'équipe à battre au sein de la division. En deuxième position, j'ai mis les Colts d'Indianapolis. Les Titans du Tennessee ne termineront pas dans la cave. J'ai mis les Jaguars, OK? J'ai mis les Jaguars en quatrième et dernière position. Qu'est-ce que tu penses de mon power ranking de la section sud de l'américaine? Moi, j'endosse pas ça, Didier. Écoute, tu Non? t'en vas à la guerre seul. Je te suis pas là-dessus. Je pense que les Donc, ça Jaguars, sera pas moi, une vont campagne terminer... électorale. Tu m'endosses pas. Ça sera pas une campagne Non, électorale. non, Hormis juste non, ce chaloux. Ça va être hormis non. juste Moi, ça. je OK, je pense vais trouver quelqu'un d'autre. Parfait, c'est beau. Moi, j'étais excité par Liam Cohen un petit peu. Je pense que les Jaguars ont terminé deuxième, ensuite les Colts, ensuite les Titans. Mais par contre, ces 3 équipes-là ne participeront pas aux éliminatoires. Là. Mais oui, je pense que les Jaguars ont terminé deuxième de cette division-là. OK, écoute, c'est possible. C'est pas impossible. Mais étant donné que c'est Jacksonville, c'est aux Jaguars à me prouver qu'ils seront en mesure là, de gagner quoi. Si termine en deuxième position, c'est au moins 9 victoires. Donc, c'est à eux de me prouver ça. Là. J'ai pas confiance en l'organisation de Jacksonville. Ça reste à voir. Écoute, ça va nous donner de la matière pour durant la saison régulière.
Parfait, on garde ça en tête. Bon ben, on a fait le tour, Marc-André. Hey, je te remercie pour ta contribution à cet épisode du podcast. On espère que cet épisode, ce survol de la section sud de l'Association américaine, vous a plu. Je vous rappelle que plus tôt cette semaine, on a mis en ligne l'épisode régulier du podcast Le Sac du Carl, où on parle bien sûr des Alouettes et on fait le tour des actualités du côté de la NFL. Alors, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous reparle la semaine prochaine alors qu'on aura un autre survol d'une autre division de la NFL.